C'est la première fois, c'est la première fois que je fais ça, moi. Moi avec. J'ai jamais fait un live Si ça chiche de pas ma... que J'en ai fait moi, mais c'est la première fois que j'anime un live. j'ai même jamais participé, moi, Gouache. T'as jamais participé à un live? Non, je suis Non, c'est le vraiment- fun, il y a un petit kick différent. T'es comme, Ouais. dis pas ça, faut pas que tu dises ça. Là, moi, en tout cas, de ceux que moi j'ai vus, ils disent toujours, on va laisser le temps aux gens de se connecter. Tu sais, Olivier Primo, il dit ça, fait qu'on va laisser le Check. temps. C'est ça. Puis là, tu vois pendant 45 secondes, fait, il fredonne. Mais moi, je fredonnerai pas. Parce que je veux, avant de... Parce que là, le but, c'est que les gens posent des questions, que ce soit des questions. Je voulais surtout commencer parce que ce concept-là, qui est de parler des humoristes d'un peu partout dans le monde, puis de faire des genres de critiques de shows, c'était ton idée à la base. C'était quand tu m'avais invité, Simon et moi, Simon Cohen, sur ton podcast. Puis je voulais juste te remercier parce qu'évidemment, je te l'avais demandé avant de faire ça. Là. Je t'ai pas juste j'ai pas juste fait un spin-off sans t'en parler. Puis je voulais te remercier de m'avoir donné les rênes de ce projet-là. Je l'apprécie vraiment, vraiment beaucoup parce que quand je pensais quand je pensais au début de l'année à un podcast que je voulais faire, tu sais, ce qu'on fait là, moi, c'est un podcast que je voulais faire vraiment plus professionnellement dans un studio, puis tout ça avec avant que la pandémie arrive, évidemment. Donc, au début de l'année, quand j'essaie de penser à quelque chose, j'étais comme... Guillaume a eu l'idée que j'aurais aimé avoir. Puis je suis bien content. Merci bien gros parce que c'est tellement plaisant. Ça fait une couple d'épisodes que je fais avec d'autres humoristes. Puis honnêtement, c'est un moment extraordinaire à passer. Puis je pense que les gens aiment bien ça. Ben ouais, j'ai suivi ça. Je sais pas tout écouter, là, évidemment, mais c'est très, très cool. Écoute, moi, ça me fait plaisir, mon gars, là, parce que, anyway, j'allais pas le continuer parce que... moi, mon podcast, j'ai un peu réduit la fréquence. Là. J'avais des podcasts à toutes les semaines, puis il a fallu que je coupe à un moment donné, parce que j'avais des projets, puis ça fitait plus. Puis ça, c'est sûr, je l'abandonnais. Fait que il n'y a pas mieux que toi pour pogner cette époque-là, puis aller la mettre dans le net. C'est bien gentil, parce que c'est ça. Je me rends compte comment je me rends compte comment nous, les humoristes, on n'a pas besoin de grand-chose pour passer plusieurs heures sur un projet. Tu sais, moi, ce podcast-là, ou ce projet-là, ça me demande d'écouter un show par semaine, ce que je fais déjà anyway. Ouais. Et une certaine préparation de questions, tu sais, je veux savoir un peu. C'est une autre écoute quand même, là. Tu sais, tu l'écoutes, puis là, tu Ah prends non, note c'est des complètement affaires, différent. puis t'es plus Mais tu sais, en général, on déjà. enregistre les vendredis ou les dimanches, puis je commence à y penser le lundi matin, puis des fois, le mardi, ma blonde est comme, hey, qu'est-ce que t'es bien dans ta... Excuse, là, je pensais aux questions que j'allais poser. Ouais. Puis c'est vraiment, c'est le fun à faire. Puis, fait que... Ben, ça fait plaisir. Puis, anyway, on fait ça de toute manière. Là, ben, c'est ça, c'est ce qu'on fait dans la vie en général quand on n'est pas sur scène, c'est de parler des shows qu'on a vus. Puis s'il y a bien une personne, moi, avec qui j'aime le faire, c'est toi. Fait que merci d'avoir accepté. Puis allez-y, tu sais, gâtez-vous dans les questions, tout ça. Là, je pense que sans vouloir trop nous lancer des fleurs, que ça, je pense que Guillaume puis moi, au Québec, je pense qu'on est deux personnes qui connaissent beaucoup, beaucoup l'humour d'un peu partout puis qui en consomment énormément. Fait que, puis moi, c'est ce que c'était. J'aime tellement ça, faire découvrir des humoristes à d'autres. Je t'avoue que je suis rendu un peu en retard. Je trouve qu'il y en a beaucoup toi, maintenant. T'as eu ce qu'on appelle un bébé, hein? Fait que il y a ça. Non, mais quand même, j'ai des moments libres, puis dans ce temps-là, bon, je vais écouter un show de temps en temps, mais il en sort tellement, c'est incroyable. Ah, moi, je suis sur Amazon Prime maintenant. Ils ont une série de specials. J'en ai pas écouté un. Je pense qu'il y a Jim Gaffigan là-dessus. Il y a un nouveau Maria Bamford que je vais écouter, que j'ai pas encore écouté. Netflix, il en sort tout le temps. Il y en a sur Crave. Bon, c'est HBO, puis les Showtime Special aussi. Fait que, sérieux, je suis vraiment en retard sur ce qui se fait en ce moment-là. Non seulement on est en retard, mais c'est parce que il vient, comme tu dis, il en sort tellement que tu viens mener à faire des choix. Tu me rappelles, toi et moi, qu'on en parlait déjà il y a, c'est pas 6-7 ans. Tu sais, il en sortait un par mois, peut-être. Fait que, tu sais, quand il y en avait un qui était sorti, même si moi, je le connaissais pas vraiment, j'y donnais la chance parce que, tandis que là, je suis comme, hey, là, j'ai 1 heure pour regarder un show.
j'y vas-tu entre 2 légendes, 3 vraiment très bons, 6 que j'aime bien, tu sais, à un moment donné, tu sais plus trop quel choisir, puis ça finit, moi, ce que je trouve plate, c'est que ça finit que, ces temps-ci surtout, récemment, je finis par abandonner rapidement en me disant comme le premier bit, c'est ça, le premier bit est pas venu me chercher, fait que je vais écouter un autre, t'sais. Mais j'aurais quand même un petit éditorial à faire là-dessus. Je trouve que peut-être je suis nostalgique là, pour rien, mais tu sais, comme à l'époque, tu sais, les specials, ça a commencé, bon, c'est à HBO, je pense que c'est Carlin, le premier special. C'était vraiment des specials. C'était très. Ben, je pense que oui, là. Ben, en tout cas, HBO, c'est lui. T'sais, moi, je me rappelle des specials, mettons, Dane Cook, là, qu'il y avait des pubs à TV. Ouais, c'était un big avant. deal. Un big deal, là. Hey, j'ai Robin Williams qui avait été live. HBO. Ouais, tout ça. Robin Williams live sur HBO, ça avait été big. C'était quelque chose, tu sais. Puis là, maintenant, il y en a tout le temps. Il n'y a rien de spécial là-dedans. Tu sais, je trouve que. Puis particulièrement Netflix, là, j'ai une petite critique là-dessus. Je trouve que des fois, ils filtrent pas nécessairement la qualité du matériel, la qualité des shows. Faut qu'il y en ait, tu sais. Puis même des fois, des humoristes que je trouve super bons, je suis comme, crime. Je sais pas. Tu sais, je sais qu'HBO, maintenant, ils ont décidé d'un peu délaisser ça, laisser ça un peu à Netflix parce qu'ils trouvent qu'ils overcrowd le marché. Mm-hmm. Mais, puis eux autres, ils ont décidé justement là, de faire ça vraiment de manière sporadique, peut-être 4 par année, puis vraiment bien les choisir, puis avoir des trucs de meilleure qualité. Mais ouais, je trouve que cet ancien, il y en a beaucoup. Mais c'est le fun aussi en même temps parce que tu as beaucoup de choix, puis au travail, il y a plein de bijoux, là. Oui. Mais ouais, c'est beaucoup, là. Je peux plus tenir. Tu sais, moi, tu me connais, là, je t'ai reconnu pour le gars, j'avais tous les DVD, là. Toutes les DVD de toutes les specials. D'ailleurs, sont en arrière, là. C'est là que je les ai foutus, j'en ai genre 500, là. Mais là, à un moment donné, j'ai arrêté parce qu'il n'y a plus de DVD, mais même s'il sortait encore des DVD, je pourrais pas, là, tu sais. Oui. Parlant de légende, il y a une question, Michael veut savoir si on a regardé le dernier Stanhope. Moi, je ne l'ai pas regardé encore. Non, c'est ça, c'est sur ma pile. Là. C'est sur ma pile moi, il y a Maria Bamford que je vais écouter, Doug Stanhope, Patton Oswalt vient d'en sortir un aussi. Oui, Patton Oswalt vient juste d'en sortir un. Ouais, fait que ça, c'est moi, écoute, c'était intéressant. Le dernier, moi, je l'aimais bien, puis il était... Le dernier Patton Oswalt, c'était quelques mois après la mort de sa femme, donc le numéro sur le fait qu'il est veuf maintenant, c'était vraiment c'était très touchant. Je trouvais que c'était très bien fait comme numéro. Mais ça, c'est le special d'avant. Là, il y en a un nouveau. Oui, c'est celui d'avant, c'est ça, le nouveau. Il y en a sorti un cette semaine, au début de la semaine. Ouais. Fait que, non, c'est ça, mais écoute, Stanhope, j'ai bien hâte. Malheureusement, j'ai pas eu le temps, moi non plus. Moi, ces derniers, je les ai trouvés. Je trouvais que c'était meilleur. Les 2 derniers, je trouvais que c'était... Mais je pense qu'on l'a vu live. On était ensemble d'ailleurs. C'était au La Tulipe. Oui. Ça, non, je pense c'était au Catacombes. Moi, je l'ai pas vu au La Tulipe. Je sais qu'il est revenu au La Tulipe. Ah, t'étais pas là, toi? Okay. Moi, j'étais pas là au La Tulipe. Moi, je l'ai vu au Catacombes. Je sais qu'il est revenu au La Tulipe après, mais je pouvais pas ce soir-là. Mais j'avais entendu que le show avait été mollo parce qu'il y a une gang de Soulon. Puis... Ouais, c'est ça. Mais c'est tout le temps ça, les shows de Doug Stanhope. Il y a toujours toujours de la marde. Il y a toujours quelqu'un qui est vraiment défoncé puis qui pense que Doug, c'est son ami. Puis... Mais là, il y en avait une qui était particulièrement plus là. Puis il l'a ramassé un peu, mais au début en riant. Là, c'était des bonnes jokes, mais là, à un moment donné, elle comprenait vraiment pas. Fait que ça vraiment, il a éclaté, mais c'était un bon rant. C'était un très très bon rant de Doug Stanhope qui pète une coche, mais ça a quand même gâché sa vibe. Nous autres, on riait, on trouvait ça excellent, mais lui, il était comme je viens pas souvent, puis c'est ça qui se passe ici. Puis c'était pas plein en plus, je pense qu'il était déçu de ça. Mais c'était bon, c'était du bon matériel. C'était plus genre, il était plus à droite que je l'ai jamais vu, mettons. Mais ça me dérange pas. C'est un des rares que je suis comme, je le trouve drôle, je le trouve clever malgré tout, même si je pense que j'étais d'accord avec rien qu'il disait cette fois-là, là, pour une des rares fois. Mais je l'avais trouvé bien bon pareil, tu sais. Je l'avais trouvé punché. Puis c'est ça, c'est la preuve que tu peux être complètement l'opposé. De joke. Ouais. Et puis il livre bien aussi, puis il lit bien la foule. Il est vraiment habile. Au Club Soda, t'étais là cette fois-là. Quand il était au Club Stanhope? Ouais. Oui, je pense que oui. C'était incroyable. Ça fait plus longtemps, ça, par exemple. Ouais, ça fait longtemps. Un des meilleurs shows que j'ai vu. Là. Il maîtrisait la foule là, comme c'était sur le bout de ses doigts. C'était vraiment un bon show. Ouais, c'était fabuleux. Mais c'est un bon point que tu disais qu'il y en a beaucoup. Puis une chose que je me rends compte de plus en plus, c'est que souvent, moi, mettons, il y a 4-5 ans, 3-4-5 ans, quand je découvrais un humoriste sur une plateforme
plus big, là, que ce soit HBO ou Netflix quand ça a commencé, ou Comedy Central. Après ça, quand je faisais une recherche de leurs albums précédents, j'en trouvais souvent beaucoup. Ouais. Puis maintenant souvent, le premier show, il est sur Netflix direct. Ouais. Tu sais, c'est... Un bon exemple de ça, c'est Gerald Carmichael. Il y avait rien de tapé. Rien. Je pense qu'il y avait comme un numéro là, dans un espèce de gala. Ouais. Mais il avait même pas été diffusé. Ça a la chance d'être quelqu'un de très intelligent. Non, mais il est brillant, il est super bon. Mature, mais la première fois qu'on le voit à TV, c'est un HBO special réalisé par Spike Lee. Tu sais, c'est comme... je pense qu'ils ont toujours besoin de viande fraîche. Là, puis maintenant que tu en parles, il y a quelqu'un qui a posé une question. Le nom m'échappe, là, malheureusement, tu m'excuseras si tu es à l'écoute. Là. Mais qui parlait justement des specials un peu plus artsy, qui sont filmés un peu différemment. Lui, ça a été, un des premiers, là, mettons, qui était vraiment là, une caméra de témoin. C'était filmé quasiment documentaire, là, tellement la caméra était proche de lui. Puis il y en a eu de plus en plus comme ça. T'aimes-tu ça, toi, ou t'as un fait pour le classique, plan américain, plan large? Quand c'est bien fait, j'aime ça. Mais je trouve ça rarement bien fait, honnêtement. Tu sais, comme mettons, tous les specials de Bill Burr me tapaient ses nerfs à cause qu'il essayait d'être artsy, tu sais, comme en noir et blanc. Puis il met beaucoup de... Mais tu sais, il y en avait un autre, les couleurs étaient un peu décalées, je sais pas trop, il avait joué avec, puis tout ça. Puis il essayait de se la jouer artsy un peu, mais je trouvais que ça fitait pas, on dirait que ça me gossait l'œil. Mais quand c'est bien fait, tu sais, on parle de Gerald Carmichael. Son premier était réalisé par Spike Lee. Le deuxième, c'est lui-même qui l'a réalisé. Puis je l'avais entendu dans un podcast dire c'est le plus beau special de tous les temps. C'est moi qui l'ai fait. Il était un peu baveux, mais il a raison. Sérieusement, le 8, là, je pense que c'est ça son deuxième special. C'est lui qui est dans une espèce de lobby d'hôtel. Ouais, bizarre, mais c'est super beau. C'est 360 degrés. Temps, il y a des... Oui, vas-y. Il y a des longues shots sur sa face. Ça commence sur sa face, puis il parle pas. Puis là, c'est super long avant que sa première joke sorte. Puis sa première joke a quand même du mordant. Là, dans ses amorces, il est toujours très original. Puis moi, je l'ai trouvé vraiment bon, celui-là. J'ai trouvé que c'était bien fait. Puis il a réalisé aussi celui de Rami Youssef, qui c'est ça que j'allais à peu près pareil. Là, qui est à peu près pareil. Mais je trouve ça beau, j'aime ça. Mais en même temps, je trouve que ces deux-là, particulièrement, ça fit très bien avec leur style parce qu'ils ont un style plus lent, ils ont un style plus posé. Puis tu vois le dernier d'Aziz Ansari, qui était un peu du même genre, là. C'est très slow. Puis mettons le bout où il se livre un peu plus, ça marche bien, mais après ça, quand il tombe dans du Aziz Ansari, il fait t'es comme... Là, ça clash trop. Fait que je pense que ça fit bien avec le style, mais comme tu dis, avec la personnalité. Comme avec Bill Burr, en noir et blanc, quand lui, son humour n'est pas noir et blanc. Ouais, c'est ça. C'est un gars qui ran, puis c'est that's it, là, tu sais. Mets-nous une belle image, puis c'est tout, là. On veut pas... Mais Gerald Carmichael, je le trouve bien bon là-dessus. Il a aussi réalisé le special, le HBO special de Drew Michael. C'est vraiment moins connu. Celui qui est tout seul, là? Celui, il n'y a pas de public. Ouais, d'ailleurs, je trouvais ça drôle parce que je pensais à ça pendant la pandémie, puis tout le monde parlait de « Hey, un show sans public, ça se peut pas », puis tout ça. Mais lui, il l'a fait. Je te dirais pas que c'est concluant tant que ça, là. Mais c'est vraiment intéressant, il est comme sur une espèce de fond bleu, puis c'est comme s'il se parlait un peu tout seul, puis il raconte une histoire à travers de ça, puis au travers, il y a comme des scénettes avec une fille, parce qu'il raconte des histoires amoureuses. C'est vraiment weird. C'est particulier parce qu'il fait de son matériel qui pogne bien gros, là, qui marche bien gros, que tu peux entendre sur les albums. Il y a des albums de Drew Michael que tu peux écouter, c'est les mêmes jokes, puis ça réagit fort, mais là, quand tu les écoutes, pas de public... Des fois, tu sais pas trop, t'es comme, ok, il vient juste de dire une vérité, c'est pas nécessairement super drôle. T'as pas vraiment les cues du public, mais ça reste intéressant, j'ai trouvé. Puis c'est beau, là, c'est un beau special. Ouais. Je dis pas que c'est une expérience qu'il faudrait répéter tout le temps, là. J'aurais aimé mieux le voir peut-être devant du public, mais je trouvais vraiment que c'était un exercice intéressant. Je suis d'accord. Ouais. Mais pour répondre à ma propre question, moi, je pense que j'aime regarder un special qui me donne l'impression d'être dans la salle. Ouais. Moi, le plan large où tu vois l'espace alentour de l'humoriste, je me rends compte que c'est peut-être inconscient, mais
tu sais, mettons Maron, là, évidemment, quelqu'un qu'on aime beaucoup, les deux. Son dernier, il y a beaucoup de gros plans, beaucoup. Puis ça marche bien avec Maron parce que c'est un gars extrêmement cérébral. Mais il y a quand même quelque chose que j'aime, moi, dans le voir la scène, voir voir l'espace, voir la salle. Ouais, ben moi, qui donne un peu l'impression que tu es assis dans la salle. Je pense que c'est ça qui est le plus important, que tu feel the room. Tu sais, je trouvais que le premier special de Maron, Tinky Pain, il est parfait pour ça. Il est comme dans un petit club. C'est très intime. Tu sens qu'il peut arriver de quoi. Tu sais, tu le sens qu'il n'est pas complètement sûr d'où il s'en va avec ça. Puis le public aussi est un peu on the edge. Je trouve que c'est les meilleurs specials. Je sais que Louis C.K., ses premiers specials plus artsy, mettons, là. Tu sais, il était à Sundance avec certains de ses specials. Puis c'était vraiment... Ouais, je me rappelle plus lequel. Je pense que c'est Hilarious. Il avait été à Sundance avec ça. Tu sais, il avait été à des festivals. Il l'avait présenté en salle dans des festivals parce qu'il était fier puis qu'il trouvait que c'était comme de l'art. Puis il s'était basé vraiment sur le special de Richard Pryor, Live in Concert, que c'est un peu raw, c'est un peu rugged, mais tu sens le feel de la salle, puis c'est pas trop éclairé, c'est un peu sombre. C'est ça du stand-up à quelque part. Faut quand même que ça soit un peu... Tu sais, on a tendance à mettre ça comme très big, puis c'est tout éclairé, puis que tu vois tout bien comme il faut, puis que tu vois à quel point c'est une grosse salle, puis qu'il y a beaucoup de monde, puis que ça arrive fort. Il y a une tendance de ça en ce moment que j'aime moins, là. Mais c'est un choix. Mais je trouve qu'il y a quand même un entre-deux parce que le but numéro 1 du stand-up, ça reste quand même de faire rire les gens qui sont assis devant toi. Puis pour moi, quand tu vas trop proche, quand tu deviens juste avec l'humoriste, ça peut être, encore une fois, très efficace, je le répète, mais pour moi, ça peut un peu comme dédouaner le fait que c'est peut-être pas super drôle. Ouais. Justement parce que là, tu perds le contact, tu as juste l'impression d'avoir une conversation avec quelqu'un, ce qui n'est pas désagréable. Ouais. Mais je pense que c'est important de sentir le public, mais de ne pas le voir. Ça, c'est quelque chose auquel je crois. C'est comme 100%. les derrière de tête, puis tout ça, puis un peu des plans des fois d'un peu loin. Totalement d'accord avec toi. Ouais, c'est important de savoir qu'il y a du monde, tu sais. Mais on ne veut pas voir le face, on ne veut pas s'identifier à quelqu'un dans la foule. Ça marche pas, je trouve. À moins que ce soit du crowd work, là, ça c'est important là, dans ce temps-là. Là, mais... Évidemment. Dominique, en parlant de show pas de public, ça me fait penser... Ouais, Maria Bamford qui a fait un show devant ses parents. Ben écoute, ça fit très bien pour elle, parce que elle est très weird. Puis tu sais, c'est très out there, mais encore une fois, moi je me rappelle avoir écouté ce show-là et être plus impressionné par le contexte que par le matériel. Puis je dis ça en aimant beaucoup ce que Maria Bamford fait, mais pour moi, ça reste encore... Pour moi, s'il y a trop... C'est peut-être moi qui est trop facilement... perdu ou qui perd l'attention. Ouais, mais moi, le matériel reste qui est plus important. Je suis avec toi là-dessus. J'adore Maria Bamford. Je suis un gros fan. J'ai pas aimé ses specials à date. Je sais pas c'était quoi le dernier, s'il y a un concept encore, mais j'haïs les concepts de même. Ça me gosse tellement. Le dernier Old Baby, avant le nouveau qui vient de sortir, là, c'était ça. Là, elle allait dans différents contextes, puis il y avait toujours un peu plus de personnes. Puis à la fin, il y a beaucoup de monde, fait que là, c'est le fun. T'sais, là, c'est intéressant, là, être devant un vrai public, puis elle joue pour vrai. Puis là, tu vois l'efficacité de ses jokes, mais je trouve qu'elle jette des jokes dans le feu là, au début de ce special-là, devant 2 personnes, 3 personnes, qui trouvent ça drôle, mais sont comme... je veux dire, sont face à elle. Ça se passe par rien. Je trouve ça un exercice de style... Moi, si j'avais fait ça, j'avais eu cette idée-là, je l'avais réécouté, j'aurais fait comme... on a dépensé de l'argent là-dessus. C'est quelle mauvaise idée, finalement. J'aurais pas été content. En fait, c'est que ça dépend. Pour moi, ça dépend. Faut comparer des pommes avec des pommes. Pour moi, c'est comme la différence entre un film et un documentaire. T'sais. Quand tu as le goût d'écouter un film, un documentaire, ça fera pas job. Ça veut pas dire que le documentaire est pas bon. Ou que fait que pour moi, ce genre de show-là, c'est quand tu es dans le mood, c'est quand tu as envie de ça. Mais quand tu as envie vraiment de voir des bits, puis de voir vraiment l'œuvre, puis de voir le show comme tel,
pour moi, Ouais. c'est Mais pas, je trouve c'est que pas ce qui est le plus efficace. je trouve que ça y sert pas non plus. Tu sais, elle a fait beaucoup de specials comme ça. Puis moi, je l'adore. Je l'ai vu en show plein de fois. Puis je trouve que c'est une des meilleures qu'il y a pas là, en ce moment. Et depuis longtemps. Puis à chaque fois que j'en parle à du monde, c'est comme ouais, j'aime pas tant que ça. J'ai écouté là, telle affaire. Je trouve ça rushant. Là, elle me gosse. Puis tout ça. Puis je suis comme ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, moi, j'en non plus. Là, j'écoute ça. Ça me plaît pas, là. Je la trouve un peu, elle joue à être weird un peu, là. Ouais. C'est too much pour moi, puis je trouve que son talent devrait être plus reconnu que ça, sérieusement. Ben, c'est que pour moi, ça enlève un peu, pour moi, son talent numéro 1, qui est de faire un dérapage contrôlé devant des gens qui savent pas trop où elle s'en va. Ouais. Moi, Mary Benford, je l'ai vu live au Théâtre Sainte-Catherine il y a plusieurs années de ça. Ouais, je pense. Puis c'était ça, là. C'était un dérapage contrôle. Mais tu sais, elle est tellement en contrôle et elle est tellement en moyen, puis elle sait tellement où elle s'en va, puis elle l'assume tout, que t'as l'impression de voir quelqu'un en train de faire une crise psychotique, là, sauf que tu fais comme... Fait que là, de voir ça, pour moi, c'est ça qui était intéressant, c'est que tout le monde, il y avait comme une frénésie, une espèce de fébrilité de « Mais qu'est-ce qui se passe? » Puis là, pour moi, de sortir d'un contexte où ça devient dangereux, dans le sens. Pour moi, tu te mets plus en danger je comprends de jouer devant ton poisson rouge. Tu sais. Je comprends. Elle fait semblant qu'elle se met en danger. C'est ça. Je comprends l'idée fuckée, mais... T'étais-tu avec moi quand on l'avait vu dans une espèce de gala? Je pense pas qu'ils font encore ça, Just for Laughs, là, mais ça doit s'appeler une autre affaire. Là, mais, Faces? Non, au Club Soda, il appelait ça Bubble with Laughter à l'époque. Là, je sais pas comment il appelle ça. C'est toujours un prétexte pour une succession de numéros de peu importe qui est dans les parages. Fait que c'est tout le temps plein cette affaire-là. Puis j'avais été voir ça, puis on sait pas c'est qui, tu sais. Puis là, on est toujours surpris de qui est là. Puis là, il y a Mary Benford qui est arrivé. Puis juste avant, je me rappelle plus c'était qui. Je pense que c'était Bobby Slayton. Il avait tout arraché. Mais tu sais, des affaires cheap. Là, tu sais, comme le public, c'était des touristes un peu sous qui voulaient avoir des affaires cheap. Là, Maria Benford arrive et ça marche pas. Mais les gens comprennent zéro le niveau, mais zéro. Puis elle y va all-in. Elle finit, genre, elle est comme couchée à terre, à gueule, je sais pas quoi. Puis tu le vois quand, tu sais, elle voyait là, que ça marchait pas, puis elle dit non, moi je vais y aller à fond, là, je vais pas vous allez être prisonnier de moi pendant 15 minutes. Elle trouvait ça extraordinaire. C'est un des beaux moments de scène que j'ai vu. J'adore ça quand les humoristes ils se foutent un petit peu là, de l'appréciation du public puis qu'ils vont à fond de train dans ce qu'ils font, là, dans ce qu'ils sont. Elle s'est pas dit comme bon ben à soir ça va être mon matériel un petit peu plus facile. Ça. Non, zéro là. Mais parlant d'humoristes américains qui viennent ici pendant le festival ou pendant l'année, moi là, il y a une des choses qui me fascine le plus dans ce métier-là, c'est comment l'humoriste sur scène perçoit la soirée comparée au public. Ouais. Puis tu sais comment nous, t'en fais de la scène, j'en fais de la scène, des fois on sort en disant Seigneur, c'était tough à soir. Ouais. Puis après ça, le monde t'es comme mais non, c'était écœurant, j'ai adoré ça. Puis tu vois, j'écoutais le podcast de Tom Segura il y a pas longtemps, puis ils ont reçu voyons, j'ai un blanc, voyons. Chris D'Elia, Seigneur. Okay. Ils ont su Chris D'Elia, puis il s'est mis à parler à un moment donné du show qu'il a filmé. Tu sais, quand ils ont fait la série Comics of the World sur Netflix. Ok, ouais. Ah ouais, c'est vrai, il avait fait ça, lui. Ouais, il avait fait ça. C'était à Montréal, c'était au... Club Soda. Je pense que c'était Club Soda, ouais. Puis lui, il disait comme quoi le show était épouvantable. Il dit que le show s'est vraiment mal passé. Puis moi, j'avais pas eu cette impression-là. Tu sais, j'avais pas eu l'impression que le show avait été si mal que ça. Puis moi, j'avais pas eu ça. Moi, Chris D'Elia, c'est pas mon préféré. Mais je trouvais que ce show-là, il y avait des bonnes affaires, puis il m'avait fait rire une couple de fois. Puis d'ailleurs, le dernier, moi, je l'ai trouvé bon aussi, là, mais ça, on en a déjà parlé. Mais je l'ai réécouté après avoir su ça, puis en le réécoutant, j'ai fait comme OK. Ouais, OK, je comprends. Je comprends que ça rigole. Mais sur le coup, t'en étais tellement pas conscient, ça m'a fait penser. Moi, cet été, j'ai vu Dan Soder au Catacombes, qui rodait le show qui a sorti sur HBO quelques semaines après, Son of a Gary, qui est très très bon. Mais le show, moi je me rappelle, avait été très moyen. Puis j'avais juste le goût de trouver une façon de le trouver sur les réseaux sociaux en disant comme hey, j'étais à Montréal, c'était-tu bon ou c'était pas bon? Parce que moi j'ai trouvé ça écœurant le show, mais j'ai l'impression que c'était un peu mollo comme soirée. Mais tu sais, il y a le comparatif aussi, là, quand on parle de Chris D'Elia. Là, tu fais
c'est une série de specials, ils en tournent plein back-à-back, là, je sais pas combien qu'ils en font dans une soirée, mais d'après moi, ça doit être ça, là. C'est comme Chris D'Elia qui fait son 30 minutes, après ça un autre, puis c'est le même public. T'sais, fait que c'est sûr que c'est pas des fans, c'est du monde sont là, puis on a peut-être eu des billets gratuits, puis tout ça, puis lui, il compare ça peut-être à la veille, il y avait genre 400 personnes qui avaient payé des billets pour le voir, lui, qui était en full en délire. C'est souvent le comparatif... ça nous aide pas. Il disait que le show était à 7h aussi, ce qui est pas... Ouais. C'est fou comment la différence entre 7h et 8h fait une grosse différence dans notre métier, ça n'a pas de sens. Ouais. Hugo, une question. Quand une joke est pas drôle, est-ce qu'elle est mal écrite ou mal livrée? Mystère, Hugo. Bah, ça, on sait pas. Si on le savait, ça serait toujours écœurant ce qu'on fait. Non, des fois, c'est évident, mais... Des fois, c'est évident, mais en général, tu le sais pas. C'est ça qui est un peu extraordinaire de ce métier-là aussi, c'est que des fois, tu le sais, Guillaume, je peux passer, moi, 1 semaine et demie à avoir hâte de faire un gag parce que je me dis, je vais faire ce gag-là et les gens vont littéralement me lancer de l'argent. Ils vont prendre l'argent dans leur portefeuille, ils vont le lancer sur le stage en disant, voici ce que... Puis ça rentre zéro. Puis des fois, tu dis, ah, regarde, je vais dire ça, puis je trouverai quelque chose éventuellement. Et ça arrache tout. C'est un mystère. C'est un peu ça, c'est le mystère complètement. Tu sais, des fois, j'écris un truc, puis j'y pense longtemps. Moi, j'écris, je réécris, je le répète, je le fais chez nous, j'y pense, je le bonifie avant de le faire sur scène. Tu sais, genre, je suis très insécure. Puis là, j'arrive, puis je le fais, puis tu sais, des fois, ça marche pas pantoute. Ça m'est arrivé là, récemment avec mon nouveau matériel, comme j'ai fait un 10 minutes complet back-à-back, ça a tellement pas marché. Puis tu sais, j'y avais tellement réfléchi, j'avais tellement mis de temps là-dessus, et que j'étais comme « Fuck, ok, c'est pourri, cette affaire-là, je vais le scraper, mais en même temps, j'ai rien d'autre, puis là, il faut que je commence quand même sur du nouveau matériel. » Fait que tu sais, je vais continuer à le faire. Puis j'ai continué à le faire, j'ai pris de la confiance dedans, puis j'ai trouvé comme les bons accents toniques, puis tout ça, les bonnes mimiques, bien placer mes affaires, respirer aux bonnes places, puis tout ça, puis c'est devenu genre un bit killer pour moi, là, tu sais. C'est ça. Fait qu'ils ont aucune idée, là, tu sais. Des fois, il faut juste que tu persévères sur quelque chose. Ouais. Des fois, ta joke est pas bonne, mais tu la livres bien, puis des fois, ta joke est excellente, mais il y a une petite hésitation, là, un petit tremblement, là. Puis c'est dead. Mais ce qui est le pire, en fait, c'est quand tu penses qu'une joke est mal livrée, mais qu'elle est mal écrite. Tu l'essayes de 22 façons différentes en te rendant pas compte que non, elle est juste mal écrite. Fait qu'elle arrête de... Ben, ça sert à ça, le rodage. Ça sert à faire une joke à l'infini jusqu'à temps que, ok, je pense que ça va être l'écriture. Là. Je pense qu'on scrape ça. Puis des fois, tu trouves ton interprétation au travers des représentations. Mais ouais, c'est un mystère. Là. C'est de l'alchimie, cette affaire-là. J'ai aucune idée. Là. Ça fait 15 ans que je fais ça, puis j'ai aucune idée comment ça marche. Puis j'ai toujours des nouvelles affaires, des nouvelles techniques, puis des nouvelles manières d'aborder ça. Puis c'est à l'infini. C'est un peu angoissant, en fait, quand tu y penses. Non, complètement. C'est une science complètement inexacte. Ouais. Complètement inexacte. Ben oui, c'est ça. J'étais justement en train de regarder cette question-là. Seriez-vous prêt à essayer une façon de faire l'humour faire un live sur Twitch, genre comme... Parce que ça existe en ce moment. Il y a des humoristes qui font ça. Puis, écoute, au début, il y a des gens qui ont été très rapides sur cette idée-là, puis l'idée de le faire au début de la pandémie, même avant qu'on sache à quel point ça allait être long. Puis, écoute, je lève mon chapeau à tous ceux qui ont eu cette idée-là, puis à tous ceux qui font en sorte que notre métier continue. Mais il y a un côté de moi qui est comme... Ça me prend du monde en avant de moi. Ça me prend des faces, ça me prend quelqu'un de conquis, comme ça me prend quelqu'un qui sait pas trop ce qu'il fait là. Ça me prend une foule, ça me prend... Je pense... Je serais peut-être surpris en l'essayant, mais j'ai l'impression que je serais pas capable, que je serais trop... Ça m'arrive des fois de vouloir abandonner sur scène devant un public, fait que tout seul dans mon salon, l'impression que je vais être souvent très proche de faire comme « Hey, savez-vous quoi? C'est pas une bonne idée. » Fait que passer une excellente... Ah, ça lag, je comprends pas. Je vais aller checker mon Wi-Fi. C'est ça. Tu le ferais-tu, toi? Non.
Non, parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Tu sais, genre, j'ai quand même du C'est ça. respect là, pour ceux qui font ça, puis ils ont développé quelque chose d'autre qui est quand même qui peut se rapprocher quand même de l'humour de ce qu'on fait. Tu sais, toutes mes affaires, je peux quand même les faire en capsule, mettons. Je peux avec du montage ou je peux le faire tout seul chez nous. Ça va être moins drôle, là, mais c'est pas ça que je fais. Tu sais, je veux dire, j'ai commencé à faire ça pour être en contact avec les gens puis sentir un sentiment de communion. Puis tout ce que je veux, là, tu sais, c'est tout ce que je recherche. Puis tu sais, mon but dans la vie, c'est d'exprimer une opinion de manière comique, puis ça rit dans une espèce de communion D'approbation. d'approbation. Ouais. Ben ouais, c'est un risque, pas nécessairement une approbation, mais tu comprends ce que je veux dire. Comme il y a un sentiment d'unité dans ce temps-là qui est vraiment trippant. Je dis pas que ça se peut pas quand tu vois pas les gens, là, ça se passe de leur bord. Mais c'est quand même, c'est autre chose que ce que je fais. Fait que la question, dans le fond, c'est comme, ferais-tu autre chose que ton métier que tu fais depuis toujours? Puis je te dirais que moi, c'est pas un switch qui m'intéresse. Non, puis il y a aussi une certaine... Moi, c'est peut-être... j'ai une certaine conscience par rapport à ce que mon travail impacte sur le travail des autres. Moi, je suis conscient que les gens qui viennent voir mon spectacle, s'ils aiment ça, ça va leur donner envie d'aller voir d'autres spectacles. Puis s'ils vont voir d'autres spectacles, ça va leur donner envie d'aller voir d'autres spectacles. Puis on est tous ensemble là-dedans. T'sais. Oui, il y a une certaine compétition qui est inévitable, mais en même temps, on est tous... On travaille tous les uns pour les autres, puis on fait tout en sorte que l'humour comme tel, là, l'espèce de gros nuage qui est l'humour, nous, on l'alimente, tu sais. Puis j'ai l'impression que si je faisais un show comme ça, où je suis tout seul dans mon bureau en train de faire un stand-up, j'ai pas l'impression que je rendrais service à ceux qui sont capables de bien le faire. Oui, tu comprends? vrai, parce que je suis convaincu qu'il y en a qui sont capables de bien le faire. Je suis convaincu qu'il y en a qui ont qui ont l'abandon, qui ont la vivacité d'esprit de juste y aller, puis regarde, moi je fais mes affaires. Moi, j'ai l'impression que je ferais juste nuire à l'industrie. Non, mais t'as une belle humilité là-dessus, puis moi avec, là, je sais que je serais pas bon là-dedans, puis j'admire ceux qui le sont, puis tant mieux pour eux autres, puis ça, mais je veux dire, moi, c'est quand même aussi sous-estimé c'est quoi la scène. J'ai l'impression que des fois, on a une vision un petit peu consommateur de l'humour. Genre, tu vas là, d'une manière un peu anonyme, le dude ou la fille disent des jokes, puis là, je ris, puis that's it, puis j'ai payé, puis c'est bien le fun. Mais tu sais, moi, il y a tout un pan de ce que je fais de mon travail qui est dans la provocation, créer une espèce de petit malaise, ramener les gens, les lire, comprendre ou qui veulent que j'aille, peut-être pas nécessairement y aller, marcher sur une mince ligne, puis on danse ensemble. C'est ça qu'on fait. Ouais. C'est ça qu'on fait. On danse pendant 1h30. Exact. Puis je peux pas danser avec du monde anonyme que je sais même pas c'est quoi leur opinion de ce que je fais en ce moment, tu sais. Moi, j'adapte toujours ce que je fais. J'adapte au moins mon ton à tous les publics. Puis des fois, j'adapte les jokes carrément. Des fois, je sors de mon texte, je commence à faire de l'impro, puis ça. Parce que il y a quelque chose que je recherche dans le contact avec le public. C'est ça, c'est en plus, contact avec le public. C'est ça, mais en plus, c'est tellement long apprendre à lire un public. Ça prend tellement d'années avant d'être à l'aise puis de comprendre les patterns que j'ai l'impression que je serais même pas capable. C'est comme, je sais pas, c'est comme si quelqu'un fait 8 ans le Tour de France pour éventuellement faire du vélo stationnaire. C'est comme... Ouais. Tu sais, ça demande tellement d'expérience et d'efforts et d'années pour être à l'aise puis à comprendre ce qui se passe dans un public que de le faire pas de public, j'ai même pas l'impression que les années d'expérience que j'ai en humour vont me servir à faire de l'humour pas de public. C'est juste autre chose complètement. Ouais, puis c'est tellement... Écoute, moi je trouve ça... il y a quelque chose qui me déprime là-dedans. Je pourrais pas le faire pour ça. Je trouve ça déshumanisant. Là. Moi, c'est comme...
moi, je suis déjà un introverti dans la vie, je suis très casanier, tu sais, j'aime bien ça chez nous, puis tout ça. Moi, je sors de chez nous, je vais à la rencontre de public justement pour ça, pour vivre des affaires avec eux autres, tu sais. Puis, c'est pour moi, ça serait comme faire du stand-up pour des robots, là, puis avoir des ha 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 ha, puis ça me fait rien, là. Il y a pas de... Je trouverais ça déprimant si c'était ça, l'industrie du spectacle dorénavant. J'espère que ça sera pas ça. J'espère on va pouvoir revenir d'une manière normale. Tu sais, là, je mets ça entre guillemets, là, mais j'espère que ça va revenir éventuellement. Sinon, je sais pas ce que je vais. Je ferai autre chose dans lequel je suis meilleur que des trucs live comme ça, ouais. Je comprends. Simon, c'est normal que les humoristes utilisent les événements présents pour former leur numéro, mais à cause de la surexposition du COVID, avez-vous peur de tomber ou de voir tomber l'humour dans l'over-utilisation du sujet? Ouais. Ben écoute, ça va être absolument inévitable parce que, je veux dire, premièrement, c'est notre quotidien depuis bientôt 2 mois, si c'est pas plus, là. J'ai perdu le fil, honnêtement, là. Mais, nous, notre métier, c'est de communiquer, puis c'est de parler, puis c'est de rejoindre les gens. Puis c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de jokes qui commencent par « Je suis le seul » ou « Avez-vous remarqué ?» parce que c'est ça l'humour, tu sais. Moi, j'ai jamais compris l'espèce de le monde qui balayait ça du revers de la main en disant « Ah, les humoristes sont en train de dire c'est-tu juste moi ?» ou par applaudissement, tu fais comme « Ouais, mais c'est normal, c'est ça. » Si je te demande « Hey, t'as-tu vu tel film? » Puis tu me dis non, je t'en parlerai pas, tu comprends? Mais si tu me dis oui, là, on va en parler. Ouais. Fait que c'est la même chose, tu sais. C'est un besoin de connecter. Puis ouais, effectivement, je veux dire, écoute, quand on va revenir, si on revient, là, mais je pense que oui, je veux dire, il va y avoir un énorme éléphant dans la pièce, là, puis t'auras pas le choix de tasser, là, au moins tes 2 premières minutes. Ça serait weird qu'on n'en parle pas. Mais je me rappelle plus de son nom, mais il n'y a pas tort dans le sens que ça va être... il va y avoir pas mal de jokes qui vont se ressembler. Là, ça, mais on va le sentir, à un moment donné. Je pense que le public le sent, à un moment donné, quand c'est vrai pour tous les sujets. Là, quand tu as fait le tour un peu ou quand tu as l'impression que, OK, là, on a parlé de ça, mais c'est complètement inévitable, c'est sûr. Ouais. Je sais même pas encore comment moi je vais l'introduire dans mon spectacle quand je vais le recommencer en 2024. Mais d'ici là, non, ce sera pas en 2024, l'inquiétez-vous pas. Mais c'est sûr et certain que tu, comme tu dis, c'est un éléphant dans la pièce. Là, tu peux pas. Le premier show que je vais retourner sur scène après 3, 4, 5, 6, 7, 9 mois, je sais pas encore, de pause, tu peux pas arriver. Moi, je peux pas arriver comme si de rien n'était parce que même moi, tout le long du show, je vais me dire, voyons, Simon, qu'est-ce que tu fais là? Dis-le, fais quelque chose. Mais moi, j'ai plus une inquiétude. Mon inquiétude n'est pas là. Moi, personnellement, mon inquiétude, tu sais, je sais qu'on va en faire des jokes de ça, puis c'est pas grave, ça va se ressembler, puis ça... Puis tu sais, je veux dire, on a aussi beaucoup d'intros, les humoristes qui se ressemblent, tu sais, faire des jokes sur ça va bien, ou whatever, là, tu sais, comme faire une amorce de crowd work. Tu sais, on a bien des débuts qui se ressemblent, mais moi, je suis plus inquiet de tout le reste, en fait. Tu sais, on va faire des jokes sur, je sais pas, le quotidien, ou sur des affaires, des enjeux d'actualité, puis est-ce que ça va encore toucher les gens? Où ils vont avoir été brisés en dedans par le virus, ils vont juste être comme ouais non c'est plus de même ça se passe la vie là, tu sais, ils vont avoir une espèce de nouvel univers qu'il va falloir apprendre à connaître, où ils vont être encore touchés par les mêmes affaires. C'est plus ça qui m'inquiète personnellement. En fait, je pense, comme je te dis, je pense qu'on va le sentir parce que c'est pas la première fois qu'il y a un événement marquant, puis tu sais, moi ça m'est arrivé souvent, puis là j'essaie de penser à un truc, mettons là. Ben là, on septembre, mettons. Là, ouais, c'est ça, mais tu sais, d'autres événements qui sont peut-être moins dramatiques ou juste qui ont vraiment beaucoup marqué la population. Puis, tu sais, des fois, tu fais un petit gag dans ton show pour qu'il fait référence à ça. Puis, à un moment donné, tu le sens quand il est trop tard. Là. Tu le sens à un moment donné. Tu fais comme, OK, ça, je vais l'enlever. Là, ça fait plus. Ah oui, j'avais un gag, moi, c'est ça. J'avais un très bon gag dans le rodage de mon 2e show, où je parlais des Tide Pods, tu sais, dans le temps que le monde mangeait des Tide Pods. Le Tide Pod Challenge. Le Tide Pod Challenge, ou je sais pas quoi, là. Puis moi, je l'ai senti à un moment donné, là, tu sais, je faisais ce gag-là, puis ça rentrait fort, tu sais, je disais, je me rappelle plus le sujet. C'est ça, je parlais le lien est un peu weird, là, mais c'était du rodage, là. Je parlais des extraterrestres, je comprends pas pourquoi on essaye encore
d'inviter des extraterrestres à venir nous voir. Le monde mange des Tide Pods, là, c'est pas le temps. Là, là, on n'est pas présentable. C'est ça. Puis je l'ai senti à un moment donné quand, tranquillement, pas vite, le rire de ce gag-là a baissé. Parce qu'à un moment donné, le monde fait le Tide... Ah oui, quand oui, il y a 2 mois, quand le monde mangeait des Tide Pods. Fait que je pense que la COVID, ça va être la même chose. Ça va être... On va arriver, puis là, moi, je vais arriver en show et dire « Hey, aimez-vous ma barbe de confinement? » Puis ça va faire... Puis là, je vais faire « Oh, OK, bon, mais il est temps de l'enlever. » Tout ça, il est temps, c'est plus drôle. Probablement, mais j'ai bien hâte de voir ça. J'ai bien hâte de voir... j'imagine que les gens vont avoir besoin de rire, vont avoir besoin de passer à autre chose, de rire un peu de ça, mais je suis bien... je suis assez inquiet. En fait, je suis intrigué. J'ai hâte de voir comment les gens vont réagir. Jonathan qui demande, avez-vous un peu les mains liées lorsque vous écrivez par la couleur ou le personnage que vous pouvez dégager sur scène? Honnêtement, Jonathan, je virerais ta question en disant c'est quasiment un luxe quand tu as les mains liées par ta couleur parce que ça veut dire que tu l'as trouvé, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment pas facile. Mais c'était quand même une bonne question parce que je me rends compte, moi, puis j'ai quand même fait juste 2 spectacles, là, on s'entend que c'est loin d'être un nombre astronomique, là. Mais je me rends compte dans le rodage de ces shows-là comment quand j'essaie des fois de sortir un peu de ça ou que j'essaie d'aller ailleurs, que c'est pas que je suis pas capable ou que mon style ou mon personnage de scène ne me permet pas de le faire, c'est que je suis tellement habitué à faire quelque chose que quand j'essaie de faire autre chose, on dirait que je retourne au début de ma carrière. Ouais. Mais oui et non, en tout cas, c'est une excellente question. Ouais, c'est une bonne question. Personnellement, vas-y donc, t'as-tu... moi, je veux dire, probablement que c'est le problème depuis le début de ma carrière, je te dirais. Là. En fait, le personnage qu'on a... Moi, je suis pas nécessairement au courant de c'est quoi mon personnage. Je veux dire, moi, je suis moi, puis j'explore ce médium-là comme ça me tente, là, selon mon instinct et tout ça. Puis au travers des représentations, des spectacles, plus tu deviens connu, puis tout ça, tu réalises qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'appréhension par rapport à toi, ils ont une vision de toi, de ce que tu fais, que t'es pas nécessairement d'accord, mais ils ont quand même raison dans la mesure où s'ils sont beaucoup, puis ils pensent que toi, ce que tu fais, c'est ça. T'es quand même un petit peu pogné avec ça. Là, je suis peut-être un peu flou dans mes affaires, mais moi, mettons, des fois, il y a des gens qui viennent me voir en show, puis sont comme je pensais que ça allait être plus trash, puis là que t'allais être plus vulgaire, puis je suis comme ok, fait que c'est ça la conception que t'avais de ce que je faisais. C'est une petite partie de ce que je fais, ça des fois c'est une épice que je mets effectivement, mais je considérais pas personnellement que c'était ça là, qui était mon hook, mais pour cette personne là oui, puis c'est des affaires que j'entends quand même, je te dis ça, c'est pas juste une personne, j'ai entendu ça quelques fois. Puis à chaque fois, je suis comme ah ouais, ok, moi j'ai quand même, c'est pas ça que j'ai envie d'explorer tant que ça, c'est pas ce qui m'excite dans mon métier, dans ce que je fais, dans mon art. Là, c'est pas ça que je visais, mettons. Il y en a d'autres qui le font mieux que moi. Moi, j'essaie d'exprimer mes opinions du mieux que je peux avec la couleur que j'ai. Mais ouais, des fois, ça me limite parce que je sens qu'on l'attend. On attend peut-être la joke plus trash à la fin de mon opinion, ou on attend quelque chose de... que je dépasse la ligne, là, mais oui, j'ai envie de la dépasser la ligne, mais j'ai envie de la dépasser comme avec mon intellect aussi, souvent. C'est ça. Puis, c'est ça, mais écoute, mon Dieu, c'est deep comme sujet. Mais est-ce que tu as l'impression que... Est-ce que ça te déçoit un peu que les gens pensent que ton personnage de scène, c'est ce que t'es dans la vie? Parce que moi, je vais faire une parenthèse. Ouais. Tu sais, sur scène, t'es franc, t'es pas trash, mais je veux dire, tu y vas, t'as un franc-parler. Ouais. Que dans la vie, je veux dire, t'es quelqu'un qui est très, très droit et très honnête, mais t'es un des gars les plus sweet et généreux que je connaisse, tu sais. Merci, je le prends. Non, mais tu sais, est-ce que... Tu sais, moi, je te connais dans la vie, t'es un de mes meilleurs chums, puis moi, je le sais que sur scène, c'est ton art, c'est la façon que toi, t'as décidé de rejoindre les gens, mais est-ce que... Mais c'est ça, donc est-ce que t'es déçu des fois que le monde pense que t'es amer dans la vie, alors que tu ne l'es pas du tout?
écoute, je pense que je le suis quand même un peu, mais d'une différente manière. Tu sais, je veux dire, c'est quand même moi exposant 10, mettons. Puis tu sais, j'ai l'impression aussi que notre personnage de scène aussi, en tout cas, je vais vraiment parler pour moi, là, mais c'est un fantasme aussi, tu sais, qu'on s'est créé, que, tu sais, moi, je suis un gars introverti, que dans la vie, puis tout ça, je suis pas le gars qui rentre dans une conversation, puis qui veut donner son opinion, puis qui parle fort, puis tout ça, mais tu sais, j'y pense à mes affaires, puis j'en ai des opinions, mais je vais pas les imposer aux gens dans la vie. Fait que j'ai quand même besoin d'exprimer ça. T'sais. Fait qu'on dirait qu'il y a un build-up à l'intérieur de moi, puis à un moment donné, ça explose sur scène. Fait que c'est un peu c'est un exutoire aussi, c'est une espèce de catharsis là, que j'ai besoin. Puis c'est ça, il y a des affaires qui sortent des fois que je suis comme, ok, j'ai ça en moi. Des fois, ça me surprend moi-même. Mais ça fait quand même partie de moi. Je peux pas dire, ah, c'est pas moi pantoute, puis les gens, ils ont pas rapport parce que dans la vie, je suis complètement 100% différent. Non, ça part quand même de moi. C'est quand même ce que j'ai choisi d'exposer. Mais ouais, t'as raison. Tu sais, des fois, les gens sont bien surpris. Je me suis mal exprimé parce que j'ai comme été... Non, mais je comprends ta question, puis c'est une bonne question. C'est que t'es beaucoup... T'as la même assurance dans la vie, t'es quelqu'un qui croit en ce qu'il dit. C'est juste que sur scène, tu vas le créer haut et fort parce que t'es sur scène, c'est toi qui as le micro, mais dans la vie... Tu sais, moi, si on est 6, là, les 2 personnes qui parlent le moins, c'est toi puis moi, là. Je veux dire, c'est comme ça, alors que sur scène, on a comme pas le choix. Donc, j'ai toujours trouvé ça, spécial. Moi, je sais pas pour toi, mais moi, je l'ai, là, mon attention, là, pendant 1h30. Tu sais, je veux dire, ça, c'est comblé, là, c'est correct. Là. Je suis correct pour ma semaine, là, quand je fais un show dans une semaine. Tu sais, je veux dire, je peux en faire plusieurs, là, mais c'est bon, là, tu sais. Ce côté-là est assouvi. J'ai pas besoin de plus d'envie. Il y a des humoristes qui parlent tout le temps en train de faire des jokes, puis ils essaient de faire rire les collègues, puis tout ça, c'est pas moi. Parce que moi, je suis comme, hey, je fais déjà ça sur scène, puis ça me demande beaucoup d'énergie. Je trouve ça quand même demandant comme métier, parce que je donne tout sur scène. Puis je garde ça pour ça, tu sais. Mais ouais, c'est fucké quand même, tu sais. Je veux dire, on est un peu schizophrène à quelque part. Là. Il y a une espèce de doublement de personnalité aussi qui s'opère, qui est vraiment bizarre. Puis à un moment donné, ça peut se blender ensemble. Ça, c'est très dangereux d'ailleurs. J'en ai vu au travers des années qu'à un moment donné, ils croient à leur personnage de scène, puis ils deviennent ça dans la vie, puis ça devient les pires personnes. Je nommerai pas de nom. J'ai pas de nom en tête, mais il y en a. Je sais de qui tu parles. Je sais pas si on pense à la même personne, mais il y a un nom qui vient de me popper en tête. Mais non, mais il y en a plusieurs pour vrai. Puis c'est pas juste les humoristes, c'est le showbiz au complet. T'sais, si à un moment donné, tu te mets à croire à ton personnage showbiz, puis c'est difficile de pas y croire parce que les gens ils aiment ton personnage, ils t'envoient des mots d'amour, puis c'est comme t'es extraordinaire, puis t'as changé ma vie, puis là je voulais me suicider, puis là j'ai écouté un de tes numéros, t'as plein d'affaires, fait que là à un moment donné tu fais comme tabarnak, ok, ce gars-là sur scène est écœurant, c'est moi dans le fond, tu sais, puis je vais jouer à lui, mais ça c'est extrêmement dangereux, je trouve. J'ai toujours fait attention de pas tomber là-dedans, puis en fait je suis déjà un peu tombé là-dedans après mon premier show, puis j'ai fait comme ok, wake up là. Ça peut pas être ça, là. Ça peut pas être ça. Ah oui, t'as eu cette conscience-là? Moi, j'ai eu ça, tu sais, c'était comme... Je suis pas venu à y croire complètement, mais c'est grisant, là, tu sais. Mais toi, c'est différent, parce que c'est arrivé un petit peu plus tard, puis ça a été... Tu as travaillé fort pour, puis t'as peaufiné ton affaire, t'es arrivé, t'étais le diamant poli, là, tu sais. Et moi, c'est arrivé quand même assez rapidement, puis j'étais comme, j'ai mal dealé un peu avec ça, puis il a fallu que je m'ajuste un peu. Mais pas énorme, mais quand même un peu, je te dirais, ouais. Mais c'est une très bonne question, hein. Ça fait quoi, 20 minutes qu'on parle de cette question-là? Bravo. Bravo. Puis les mains liées, c'est drôle parce que c'est pas nécessairement au personnage, mais moi, je me suis rendu compte pendant le rodage de mon 2e one-man show. Je me rends compte aujourd'hui les heures et les semaines que j'ai perdues à essayer d'écrire un CrossFit 2, là. Mon gars, c'était sans arrêt, là. Puis tu sais, moi, je travaille pendant des heures et des heures de répétition avec mon équipe. C'est pas des répétitions, là, mais tu sais, de brainstorm. J'étais comme, ça prend un CrossFit 2, ça prend... C'est gossant de se faire dire ça. Puis ça arrivera jamais. Non. Non, mais c'est moi qui me disais ça. C'est pas les gens qui me le disaient, c'est moi qui me disais ça. Non, mais c'est sûr que tu dis ça. Je me rends compte aujourd'hui à quel point, puis j'ai appris beaucoup de ça, puis j'ai appris de ça pour les prochains shows, que tu peux pas recréer quelque chose. Non. Tu peux pas recréer quelque chose qui a été créé.
Ça arrive pas. C'est spontané. Mais je me suis longtemps vraiment concentré. Puis c'est drôle parce que, je sais pas pour toi, mais moi, la majorité, si c'est pas la totalité de mes bits, de mes jokes, de mes numéros, me viennent naturellement. Parce que je vois quelque chose, je pense à quelque chose, je dis quelque chose. Et là, c'est la première fois que je cherchais activement une idée. De me dire, ça me prend quelque chose de physique qui dure 4 minutes, où je monte le ton, où idéalement je me retourne. Puis là, écoute, j'étais là complètement naturel. perdu. Puis c'était le moment dans le show du rodage là, que le monde était comme, mais qu'est-ce que tu nous fais là? Là, je me sentais comme... T'es-tu gêné de le dire ou tu te rappelles-tu en fait? Ben c'est parce qu'il y en a eu tellement. T'as essayé une couple d'affaires dans ce. Ouais, il y avait affaire à un moment donné avec un accident. Là. Je racontais une sortie de route que j'avais eue, là, mais c'était. Qui finalement est comme. Ça a comme morphé vers un numéro qui est encore dans le show. Mais il y en a eu tellement. Là. C'est tous des petites brides, des espèces de petits. J'avais un bit à un moment donné, c'est piment. C'était mauvais, là. C'était mauvais. Je pense que je l'ai fait une fois ou deux. Je faisais... écoute, j'ai même pas le goût de le dire tellement c'est mauvais. Mais en gros, je vais le dire juste pour que les gens comprennent à quel point, même si on a écrit des choses très bonnes, on peut écrire des choses absolument épouvantables. Je disais... Mon premier gag, c'était... En fait, la première ligne de ce bit-là, c'était « Je comprends pas c'est quoi le problème des piments. » OK? Suis-moi. C'est que je disais... les fruits... Mettons, les fruits et les légumes, naturellement, ils veulent être beaux pour être mangés, pour que les graines se retrouvent à l'intérieur d'un animal, qu'il va ensuite déféquer et continuer la vie de ce légume-là. Ouais, ça fait du sens. Puis le piment, il se met tout beau pour qu'on le mange, puis quand tu te le mets dans la bouche, il te sac un coup de poing dans le fond de la gorge en disant « Je t'ai eu », puis je comprenais pas c'était quoi leur problème. C'est mauvais, là, mais mauvais, de chez mauvais, là. Mais je l'ai fait, honnêtement, pendant une bonne semaine, devant du monde, là, qui sont comme « T'es-tu encore avec nous, là? » C'est tellement mauvais. Mais je trouve pas ça si mauvais, c'est une prémisse. C'est juste que... Tu sais, des fois, on trouve une bonne prémisse, puis on est comme, OK, je m'en vais où avec ça? Mais c'est parce que si j'avais peut-être poussé l'idée si j'avais poussé la réflexion par rapport à pourquoi ça pique autant, pourquoi, tu sais, ils sont pas en danger, là, personne veut éliminer les piments, là, qu'est-ce que vous avez à être piquant de même? Tu sais, j'aurais peut-être arrivé à quelque chose, mais là, je voulais tellement créer un CrossFit 2, puis créer quand tu manges passer par le piment, à quel point tu deviens rouge, puis là, les veines te sortent. Puis je voulais tellement faire quelque chose de physique où le monde allait se taper dessus que j'ai passé complètement à côté. De peut-être une très bonne idée, tu sais. C'est drôle, ça. Il y avait d'autres. J'avais un bit à un moment donné sur les balayeuses, en tout cas. C'était mauvais. Ça me fait penser, j'ai vu un documentaire récemment sur David Bowie. Puis David Bowie, ça a pris vraiment du temps avant qu'il devienne connu, qu'il soit aimé, en fait. Je pense qu'il a sorti 3 albums ou quelque chose du genre, puis des flops. Puis là, à un moment donné, il a écrit Space Oddity, là, qui est la tune qu'on connaît. Puis, mais l'album a floppé pareil, mais la tune était un hit, là, vraiment, ça a été un gros hit. Puis l'album d'après, ben, son label ou son réalisateur, je sais pas qui, il a dit « Hey, il faut que tu fasses un Space Oddity 2 ». C'est important, là, tu sais, ça te prend un hit sur ton album, Space Oddity 2. Puis il était comme, mais je peux pas, là, tu sais. Puis il était honnête envers lui-même, il disait, hey, c'est la meilleure chanson que j'écrirai jamais. Je m'excuse, là, tu sais, je serais pas capable de topper ça. Puis il a eu raison, là, il a jamais été capable de topper ça. Il a écrit plein de bonnes tunes, là, mais il a jamais réussi à retrouver cette magie-là. Ce qui est pas grave, là, il a trouvé une autre voie, mais il a décidé de le faire pareil. Il a dit, OK, je vais faire un Space Oddity 2, mais ça le mettait tellement en crise qu'on lui demande ça, qu'il a mis tous les clichés possibles sur un homme dans l'espace, par rapport. Il a appelé ça Starman, c'est la tune Starman, qui est une bonne tune finalement, mais tu sais, il dit n'importe quoi, genre l'homme dans l'espace, attends, je sais pas quoi. Puis ça a marché pareil finalement, mais bref, tout ça pour dire que
c'est une des rares fois où ça a donné un résultat correct d'essayer de reproduire quelque chose qui était magique, là, puis qu'on peut pas reproduire. Mais il a ri un peu de lui-même, en fait, en faisant ça. Il y avait une question, là, manquée. Oui, c'est ça. Trop. Serge, quel est selon vous le meilleur gag que vous avez écrit? Hey boy. Ouais, le meilleur gag que moi j'ai écrit, c'est... Tu l'as jamais entendu, probablement, parce qu'il a pas marché. Mais, écoute, c'est tellement subjectif, ça. C'est tellement... Moi, c'est une des affaires que j'aime, que j'adore aussi, c'est quand... Tu sais, après le show, quand tu rencontres des gens ou quand il y a certains gags, il y a certains numéros qui vont revenir souvent. Tel gag, tel gag, tel gag. Tu sais, moi, dans mon premier show, évidemment, le CrossFit, les livres, tout ça, ça revenait souvent. Comme quoi le monde aimait. Mais des fois, quand une personne te dit « Hey, tel gag, là, c'est vraiment bon. » Puis t'es comme c'est la seule personne qui t'en parle de toute l'année. Il y a de quoi de spécial là-dedans. Ouais. Le meilleur gag. Il y en a un. C'est pas nécessairement mon meilleur, mais il y en a un qui me vient en tête quand je pense à un gag qui est spécial pour moi. C'est un gag qui se retrouve dans mon premier show aussi, la dictée en hiéroglyphes que j'avais faite au début de ma carrière. Je l'avais faite en 2008 quand je suis sorti de l'école. Je l'avais faite à l'Abreuvoir en 2008. Je l'avais faite 2-3 fois. Elle n'avait jamais marché. Okay. Je l'ai récupéré en 2015. Ça prend de la confiance ça, pour ce genre de truc-là. Je l'ai récupéré en 2015 pour un gala je pourrais, puis ça closait mon gala, puis après ça a fait mon show, puis ça a été c'était un des meilleurs gags dans le show. Mais je me rappelle que je l'ai fait au début de ma carrière, jamais marché. Probablement parce que je le faisais vraiment pas bien. Ouais, mais c'est ça, mais c'est comme c'est physique, puis il faut que tu ailles au bout de l'idée, puis tout ça, fait que faut vraiment que tu t'investisses dans ce genre de gag-là, puis ça c'est exactement le genre de gag que c'est difficile de le nailer premier coup, puis tu sais, ce genre de gag-là, quand t'es dedans, faut que tu y ailles, mais là ça marche pas, si tu te sens comme une marde, tu sais, t'es en train de faire des affaires de même, puis le monde sent comme... C'est difficile, tu sais, c'est difficile de l'améliorer, puis faut l'assumer complètement. C'est ça, c'est un gag très dur à faire quand on s'embarque pas, parce que c'est beaucoup de mouvements pour des ricanements. Ouais. Toi, y en a-tu mettons un gag, là, si je te dis comme un qui est spécial pour toi, là, pas nécessairement ton meilleur, mais moi, je suis pas bon pour me rappeler de mes jokes, là, tu le sais, là, des fois tu te rappelles de mes vieilles jokes et je suis comme, tu me les apprends quasiment, là, tu sais. Ouais. Mais moi, mes jokes préférés, c'est quand j'ai un point de vue sur quelque chose qui est assez complexe à expliquer, mais que j'arrive à le distiller genre, dans une joke. Là. Pour moi, c'est mes jokes préférés. Je te dirais que dans mon dernier show, j'ai une joke sur... c'est une joke sur l'humour en général. C'est un commentaire sur l'humour où que... Je dis que le public, il paye pour quelque chose. Il paye pour des rires, puis des fois, ils veulent pas nécessairement entendre ce que tu as à dire, ils veulent pas savoir tes opinions, ils veulent pas savoir vraiment t'es qui, ils sont juste payés pour un service, puis c'est un peu comme se payer une prostituée à quelque part. C'est comme, on veut même pas savoir t'es qui. Une prostituée, tu vas pas savoir son vrai nom, parce que sinon, ça l'humanise, puis là, après ça, tu bandes plus, puis là, il y a une longue... en tout cas, je ferai pas le gag, mais il y a une espèce de long act-out que... C'est le gag que ça m'a pris le plus tout mon petit change pour le tester la première fois, mais vraiment. Ouais. C'est celui que je vomis là, pendant genre 2 minutes. Là, je sais pas si tu l'as déjà vu. Là. Ouais. Mais écoute, en fait, c'est pas que je vomis, que je jouis, excuse-moi. Mais ouais, je vomis à quelque part là-dedans aussi, mais bref. Mais ouais, je jouis genre pendant 2 minutes, puis la première fois que je l'ai fait, c'était au bordel, j'avais tellement les mains moites, là, je capotais avant, puis j'étais comme, je vais le choker. Finalement, je l'ai fait. Souvent choquer des nouvelles jokes quand t'arrives en disant... Ouais. Moi, ça m'arrive souvent. Souvent. Oh ouais, je m'évalue, puis je suis assez raide avec moi-même. Non, je suis trop fatigué, là. Je vais tomber dans mon vieux stock. J'ai pas un bon t-shirt pour tester. Là. Mais ce qui est pas une mauvaise chose, parce que si tu le sens pas à 100%, puis tu testes de quoi, puis il est dead après, tu sais. Fait qu'il faut quand même que tu sentes la bonne vibe en toi, être capable de bien le livrer. Mais ouais, ça m'avait pris tout mon petit change faire ça, puis je me rappelle, c'était beaucoup plus long, là. Moi, je suis le même, là. Mes jokes sont vraiment longues, puis je les réduis après.
Mais ouais, je me rappelle de ça. Puis ça avait fonctionné. Les gens étaient plus surpris qu'autre chose. Puis après ça, je l'ai perfectionné. Puis c'est devenu un moment assez clé dans mon show, là. Fait que c'est une des jokes récentes là, que j'aime le plus faire, qui brasse le plus les affaires. Puis je sais même pas à quel point le message que j'essaie de passer passe, mais j'aime le faire. Tu sais, des fois, il y a des gags qui sont juste pour nous, là. Ça rit, là, tu sais, mais je pense que ça rit au premier niveau, mais moi, genre, je ris au deuxième niveau, là, dans ma barbe, là, tu sais. Fait que, ouais, je pense que c'est mon préféré. Récent. Mais sinon, les autres, je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus pantoute. Là, je me rends compte à quel point j'ai vraiment, vraiment oublié beaucoup de mes gangs. Est-ce que vous avez déjà eu un blanc de mémoire sur scène qu'avez-vous fait pour vous en sortir? Honnêtement, je me rappelle pas avoir eu un blanc sur scène, moi. Jamais? C'est sûr que c'est arrivé. Sûr à 100%. Mais on parle au début, là. C'est dans mes premières années, là, mettons au Saint-Cyboire, là, quand j'arrivais. Et là, j'étais complètement perdu. C'était probablement... Écoute, les premières fois, c'était probablement très, 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 très malaisant. Parce que moi, y aller, tu sais, improviser sur scène, c'est vraiment pas ma force. Puis encore plus quand j'avais aucune espèce d'expérience. Fait que ça devait être vraiment malaisant, mais ça m'est... Ah oui, ça m'est arrivé. En fait, la dernière fois que ça m'est arrivé, je me rappelle, c'était en rodage du deuxième show, je pense. Ou... c'est ça? Non, c'était pendant mon premier show. Où j'avais fait... oui, c'est ça, ok, je me rappelle. Je fais le show, mon premier show, puis j'avais enlevé... Moi, dans le premier show, j'ai jamais fait le bit des numéros, le bit des cheveux dans la douche que j'avais fait en 2014 dans un gala Je pourrais, où je parlais les cheveux dans le drain de la douche que sortaient, c'est les filles, les cheveux des filles, tout ça, là. Qui était un bit qui avait passé sur Internet un peu, mais qui avait jamais été dans le show. Puis moi, écoute, ce bit-là, je l'ai fait avec Lou-José. Si je l'ai pas fait 600 fois, je l'ai pas fait une fois, là. Je l'ai fait, puis je l'ai fait, puis je l'ai fait sans arrêt. C'est loin le numéro que j'ai fait le plus souvent dans ma vie. Puis à un moment donné, dans un show, il y a un gars qui crie ça, les cheveux dans la douche. Puis pendant le rappel, puis je fais comme, Colin, c'est vrai, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, ce numéro-là. Oh, les autres le fait, let's go, on y va. Et en plein milieu, mon gars, je flanche, mais j'ai plus de rien. Aucune idée de où je m'en vais. Puis là, je suis pris d'une certaine panique en me disant, voyons, ça doit faire 2 mois que j'ai arrêté de le faire, puis je l'ai fait 600 fois, là. Mais j'arrivais à un point là où j'ai complètement bloqué. J'en avais plus aucune espèce d'idée où ça en allait. Puis là, un point où je me suis dit, OK, bon, au pire, skip un bout, puis il va plus tard. J'étais incapable. J'étais blanc, néant, là. Il se passait rien devant mes yeux. Puis j'ai carrément dit comme, hey, je m'excuse, je m'en rappelle pas. Puis ça fait un frérette, mon gars, là. Monumental. C'est ça. Ça, rappelle, ton show est... En même temps, tu te l'es fait pitcher, tu sais, c'est comme, hey, s'il vous plaît, là, donnez un break, là, tu sais, je veux dire, on connaît pas toute notre... Ouais, mais tu en même temps, si tu dis oui, tu sais... Ouais, mais tu peux dire... Tu dis, oui, ok, je le fais, puis en plein milieu, tu sais, comme je te dis, moi, j'ai pas ce talent-là de faire, oh, Colin, je m'en rappelle pas, puis de faire, à la limite, quelque chose d'encore plus drôle sur le fait que je m'en rappelle pas. J'ai pas ce talent-là, moi. Moi, quand je me sens vulnérable sur scène, là, je panique, je perds tous mes moyens, les jambes me tombent, les jambes me flanchent. Fait que c'est juste comme... J'ai juste comme arrêté de parler. J'ai fait... Hey, je m'en rappelle plus. Mais j'espère que vous avez passé une excellente soirée. Merci beaucoup. C'était comme... J'ai même pas été capable de jouer avec ça. Mais non, des blancs... Hey, t'en as-tu? Ouais, j'en ai. Mais toi, c'est-tu un de tes cauchemars récurrents? Moi, c'est un de mes cauchemars récurrents. Arriver sur scène, un blanc total. Une fois par semaine. Ah ouais, c'est sûr. Je veux dire, c'est la plus grande hantise. C'est soit... Puis faut que j'improvise dans mon rêve. C'est tout le temps ça. Il y a rien dans ma tête. Je me rappelle plus d'aucun de mon matériel. Puis là, il faut que j'improvise pendant une heure et demie. Un blanc ou... C'est ça. Moi, c'est soit un blanc ou monter sur scène ou être un show sans savoir que je fais un show. Ça, je rêve souvent ouais, ça aussi. Ouais, que je parle dans une situation, puis quelqu'un fait « Hey, c'est à toi », puis là, j'arrive sur scène, puis je suis comme « Hein? Quoi? Où? Quoi? Où c'est qu'on est? » Ça arrive souvent. Mais les blancs, oui, ça arrive.
Toi, t'as-tu un black qui te vient en tête? Moi, ça m'arrive quand même assez fréquemment. Je suis assez fragile là-dessus, je te dirais. Surtout, je sais pas, si ça fait une semaine que j'ai pas fait le show, là, pour vrai, il faut que je le refasse dans l'après-midi. Absolument, parce que sinon, je vais avoir des blancs. Ah, Puis, ouais. tu sais, moi, c'est genre juste, tu sais, j'ai appris mes jokes, je les connais, je connais l'enchaînement, mais des fois, juste changer un mot à la fin, ou là, l'enchaînement, il se fait plus dans ma tête, puis c'est fini. Mon Dieu, It's gone. Puis là, je suis comme... c'est fabuleux, ça. Mais moi, j'ai mes trucs, tu sais, D'ailleurs, les gens qui viennent me voir en show, si à un moment donné, je fais du crowd work out of nowhere, c'est ça qui se passe, ok? Moi, tout de suite, je fais ça. Là, j'ai un blanc, pis tout ça, pis je suis comme, hey, toi, en avant, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce chandail-là? Puis là, pendant ce temps-là, j'essaie de penser, mais c'est tough faire de l'impro sur quelque chose, puis être présent, tout en essayant de renclencher après ça sur ton matériel. Mais moi, c'est mon truc que j'ai perfectionné, parce que ça m'est arrivé bien souvent, en fait. C'est un peu ça, c'est un peu pour ça qu'il a fallu que je développe ça, mais ouais, ça m'arrive assez fréquemment, mais ça m'est jamais arrivé. Non, ça m'est déjà arrivé que j'ai aucune idée, puis je suis pas capable de le reprendre, puis j'ai fait de l'impro, là, ça fait comme 5 minutes que je fais ça, puis les gens sont comme, mais tu t'en vas où avec ça? Ça fait comme 4 minutes que t'insultes toute la première rangée. C'est quand tu fais ton show. Ouais, on t'a rien fait, en ça, plus, il y a personne qui a rien rien crié. avec ça, là. Ça m'est arrivé une fois, puis je me rappelle, je pense que j'avais crié à mon tech, je suis rendu où, tu le connais le show, puis tu sais, des fois tu demandes au monde, ça peut être un beau moment aussi, où tu leur demandes je t'ai rendu où, puis tu essaies de trouver la suite. Ah oui, ça m'est arrivé, il se passe de quoi, puis là je passe quelque chose, puis après ça je fais comme, de quoi je parlais déjà? Ouais. Mais c'est tellement, c'est fou raide comment changer. Ben c'est parce qu'on est des petits... Un mot. Moi, si mettons à tous les shows, je dis je suis allé au supermarché l'autre jour, si je dis je suis allé au supermarché la semaine passée, après ça, je sais plus où je m'en vais. Exact. J'ai aucune idée. Moi, je suis complètement... Il suffit que je change un mot par un synonyme très proche, bye-bye. Ouais. C'est fou. Écoute, l'hésitation, ça tue l'humour en général. Oui. Je me rappelle pas de blanc particulier, mais je me rappelle... Ça, je pense que je te l'ai déjà compté. Je me rappelle d'un black, par exemple. Moi, j'ai déjà... Je pense que je te l'ai compté. J'ai déjà perdu connaissance sur scène. Puis... ouais, je t'ai pas compté ça. Ouais, j'étais arrivé à un show à un moment donné. J'avais un virus quelconque. Je filais vraiment pas bien. D'après moi, ça devait être... ça ressemblait à une gastro, mais tu sais, il n'y a pas eu d'éruption. C'était un autre virus quelconque, mais qui me rendait vraiment... pas bien, j'avais chaud avant de rentrer sur scène, je me sentais les mains moites, puis tout ça, puis j'étais comme oh my god, mais bon, ça va passer, là, l'adrénaline va kicker in, puis tout ça. Puis effectivement, je commence le show, l'adrénaline, ça va bien, puis tout ça, mais à un moment donné, pendant le show, j'ai une petite baisse d'énergie. C'est mon premier show. J'ai une baisse d'énergie, puis là, je suis comme oh ok, je me sens moyen, il me semble. Que là, je m'en vais m'accoter sur le tabouret, puis là, je commence à avoir des petits picots noirs. Tu sais, quand tu vas t'évanouir, il y a plein de petits picots, puis à un moment donné, black au complet. C'est noir au complet. Je vois plus rien. Je suis à côté sur le tabouret. Et là, je suis comme, fuck, qu'est-ce qui se passe? Et là, tout d'un coup, j'entends comme la foule, les rires, comme... Et je sais pas comment j'ai fait, mais je le connaissais tellement, le show, tu sais, je l'ai fait 150 fois, là, le premier. Puis, ça sortait, pilote automatique, je m'en rendais même pas compte. Je m'entendais j'étais comme juste à côté, je voyais rien. J'ai comme enlevé mon coat en même temps parce que j'avais un petit jacket dans le premier show, essayer de faire mon coup, le style niaiseux. J'ai enlevé ça. Là, ça m'est revenu un peu, puis là les picots se sont comme effacés, puis là c'est revenu. Puis là, j'étais de retour, puis j'ai continué le show. Personne s'en est rendu compte. J'ai aucune idée, tu sais, parce que d'après moi, ça n'a pas duré longtemps, ça a dû durer 10 secondes max, mais ça a paru comme, pour moi, éternel. Là. Je me suis dit, je suis parti comme 15 minutes, mais j'ai continué le show pareil, personne s'en est rendu compte. Puis j'ai fini le show, puis mes techs s'en sont pas rendus compte. Mes techs, après, je leur ai dit ça après le show, puis ils m'ont dit, mais man, comment t'as... Ah, ok, c'est ça, quand tu t'accotes jamais sur le tabouret, puis là, t'as enlevé ton code, tu faisais jamais ça, fait qu'on s'est demandé. Fait que c'était ça, mais y a personne qui s'en est rendu compte. Fait que c'est comme... Mais c'est un skills que j'ai en passant. Ça m'est arrivé aussi ado. J'étais à un show à un moment donné, je fumais du weed, puis là, il y avait plein de weed autour, il y avait plus d'oxygène, c'était à l'extérieur, puis ça, genre un show hip-hop, là, tout le monde fumait des battes, puis ça. Puis genre blackout, j'ai perdu connaissance, mais je suis resté debout, j'ai attendu que ça passe, puis c'est revenu, puis j'ai continué à écouter le show. Fait que c'est possible, gang. Vous
vous évanouir debout et même continuer à parler. Le cerveau humain, c'est assez extraordinaire. Mais ça s'appelle The Show Must Go On en esti, là. Ben, je sais pas. J'ai champion là-dessus, là, ouais. Il y a un show, moi, je te dirais que j'ai fait vraiment sur le pilote automatique. J'étais en première partie de Louis-José. C'était à Sainte-Thérèse. Puis, le show commence. Ben, en fait, le show n'est pas commencé. On est en arrière du gros rideau. Tu sais, Louis-José avait un gros rideau en avant. Donc, on est en arrière, puis on jase. Là, tu sais, on attend que le show commence. Puis là, à un moment donné, le temps passe. 8h04, 8h05, 8h06. Puis là, à un moment donné, on fait comme Colin, pourquoi le show part pas? Puis on entend des dans la salle. Il a fait des puis ça part pas. Puis qu'est-ce qui se passe? Puis à un moment donné, il y a un gars qui dit ouais, non, on va commencer un peu ça. On va commencer ça un peu en retard. Il y a une chauve-souris dans la salle. Okay. Moi, j'ai une phobie des chauves-souris paralysante. Moi, je suis pas capable de voir une chauve-souris en photo. Je deviens complètement fou. Je perds tous mes moyens. J'ai une grosse phobie. Je perds tous mes moyens. J'en parle là, puis je sais plus ce que je dis. Fait que là, écoute, dès que le gars dit il y a une chauve-souris dans la salle, mon gars, la salle à Sainte-Thérèse, tu sais comment elle est faite? T'as les loges en haut, il faut que tu montes l'escalier. Exact, ouais. De la loge à la scène, 3 secondes. De la scène à la loge, ça m'a pris 3 secondes de me rendre, mon gars. J'ai dû monter 14 marches à la fois. Puis là, le temps passe, puis à un moment donné, là, le gars fait « OK, ben regarde, là, on va y aller. » Là, je fais « Mais là, t'es encore là ou est parti? Ils l'ont tué. » Mais il y a quelqu'un qui dit qu'elle est partie, là, mais moi, je l'ai... Écoute, mon gars, j'ai fait mon 15 minutes, là. De même. Et avec... je sursautais de même tout le temps. Je l'imaginais me rentrer dans la tête. Ça, je me rappelle que celle-là... Peut-être que j'ai fait 7 minutes au lieu de 15. Peut-être que j'ai fait un 15 en 7 parce que... Mais celle-là, c'est probablement celui que j'ai fait le plus sur le pilote automatique, là, de faire comme là, fais juste penser à rien, continue, pense, mais j'étais comme prêt là, à chaque seconde à ce que elle vienne me rentrer avec dans les oreilles. Un petit cri trop sincère. Là. Ah! Ouais. Mais ouais, aussitôt qu'il se passe de quoi qui est pas normal, c'est vraiment difficile de rester concentré puis de rester dans le moment présent. Puis c'est pas mal l'affaire la plus importante dans l'humour d'être dans le moment présent. Là. Mais ouais, le pilote automatique nous sauve quand même dans ce temps-là. Là. C'est là. Ouais. Kevin demande la grosse différence entre un show d'humour au Québec et aux States. En fait, la différence entre les shows comme tels, il n'y en a pas énorme. C'est sûr que l'humour au Québec a une couleur différente. Je veux dire, on n'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes sujets qui frappent, c'est pas les mêmes. C'est pas le même rythme. Ce qui est surtout très, très différent, puis tu seras peut-être pas d'accord avec moi, Guillaume, mais je pense que oui, c'est comment la carrière fonctionne. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'au Québec, tu rodes un spectacle dans le but de le faire en tournée pendant 1, 2, 3, des fois, il y en a qui vont faire 4, 5 ans de tournée. Aux États-Unis, c'est très différent. Aux États-Unis, le point culminant, c'est le special. Tous les shows dont on parle dans ce podcast-là, justement, c'est souvent ça. C'est qu'ils vont, pendant 6 mois, 1 an et demi, monter un spectacle. Et bien sûr, ils vont faire de la tournée, mais tout ça, c'est dans le but de le capter. Et c'est avec la captation que là, ça va faire son chemin. Tandis que nous, c'est complètement différent. C'est avec la tournée. Puis souvent, quand le show passe à la TV, je sais pas pour toi, mais en général, des fois, c'est 2-3 ans après que le show soit fini. On le fait déjà plus depuis longtemps. Fait que c'est ça vieillit un peu, ouais. Ben, c'est ça. Fait que tout ça, c'est la grosse différence entre l'humour québécois et l'humour américain. C'est ça, c'est le point culminant de chaque spectacle. Comment aux États-Unis, c'est vraiment Puis il y a aussi c'est un métier qui, je pense, est beaucoup plus respecté au Québec qu'il est aux États-Unis. Je pense qu'aux États-Unis, dans plusieurs cas, le stand-up est une porte d'entrée vers autre chose. Tandis qu'ici, c'est souvent la finalité parce que c'est un métier qui est justement très, très
très apprécié et Ouais. très... Ouais, les shows sont fixés ici, tu sais, c'est comme, ça c'est le show, puis tu déroges Ouais. pas ben de ça, puis tu présentes ce que tu as travaillé, puis tu vas tourner avec ça, tandis que, tu sais, on a vu là, une couple qui sont passés par Montréal, puis tout ça, c'est comme le show est comme un prétexte à faire plein de matériel qui est pas nécessairement, tu sais, comme... Tous les shows sont du rodage, dans le fond. Tu sens que la veille était peut-être à Hartford, puis c'était pas complètement autre chose, mais c'était pas complètement la même affaire non plus. Tu sens ça, c'est comme plus libre. Tu sens qu'ils ont leur début puis leur fin, puis qu'au milieu, ils mettent à peu près ce qu'ils veulent. Puis tu sens encore plus ça sur des gars comme, mettons, Dave Chappelle, où lui, tu sens que c'est juste qu'il il y a ses 3 bits, puis après ça, ouais. C'est ça. Ouais. Tandis que nous autres, c'est ça, c'est vraiment, c'est fixé, tu déroges pas de ça. C'est un bon point. Puis on veut beaucoup plaire parce qu'il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de shows, les gens vont voir beaucoup de shows, ils veulent pas être déçus. Il y a beaucoup de pression d'un spectacle d'humour au Québec où c'est plus relax, j'ai l'impression, les shows américains. Quand tu vas voir ça, je sais pas pour toi, mais moi je sais pas, les shows que j'ai été voir, je suis pas comme, ben là, c'était pas tête, là, telle affaire, puis il s'est enfargé dans un truc, puis ça, ce bit-là, c'était moins fort. Non, tu sais, on dirait qu'on accepte plus que ça va être mou, puis la mise en scène est pourrie, là, tu sais, quand tu vas voir des shows d'humoristes américains, il y en a pas. C'est juste, ils mettent les house lights, puis il va, puis... Rideau noir, puis allume les lumières. Ouais, puis des fois, c'est quasi dérangeant, Ouais, Seinfeld, que tu sois Seinfeld, puis on a payé 250$ ou Doug Stanhope ou... Non, il sortira pas du plancher parce que c'est en haut de 50$. C'est la même affaire, c'est toujours le même éclairage, puis ça peut être un peu dérangeant. Je trouve qu'on met plus d'amour dans nos affaires, mais ça a ses qualités puis ses défauts aussi. Des fois, on se sent un peu emprisonné dans nos shows. C'est moins libre, mettons. Mais c'est différent, mais... On est quand même beaucoup influencé des Américains, là. Je pense les Québécois. Oui. Contrairement surtout des dernières années. Ouais. Mais surtout, je pense, par le style, puis à quel point on connecte maintenant avec le public. Je pense que t'as pas besoin de revenir beaucoup en arrière au Québec pour te rappeler d'une époque où il y avait quand même... C'était pas... c'est pas négatif, mais le spectacle était beaucoup plus une performance qu'un discours avec le public. T'sais, souvent, il y avait ce qu'on appelle un 4e mur, là, c'est-à-dire une distance entre l'humoriste et le public, où l'humoriste venait réciter un texte plus théâtral. Ouais. Puis aujourd'hui, on le voit, là, je veux dire, à côté, des humoristes à côté sur le pied de micro. Avant, il y a 3 ans, là, il y en avait 0. Lettre, là, 0, 0, 0, 0, 0. Oui, c'était carrément. Moi, je me rappelle dans le temps que je faisais l'école de l'humour, le stand-up était mal vu. En 2007-2008, là, pour moi, puis c'est une opinion que même moi j'avais. Que moi, je trouvais que. Moi, je me rappelle être dit à l'école de l'humour, moi, je ferais jamais un style où je passe d'un sujet à l'autre, puis qu'il n'y a pas vraiment de lien nécessairement. Puis aujourd'hui, je veux dire, c'est ce que je fais. Mais... Ouais. Je peux pas le faire plus. Mais nous, on était comme dans un peu un tournant, je trouve, toi puis moi, là, notre génération. Tu sais, comme juste avant nous, il y avait eu les Denis de Relais. Mais toi, t'as été un des premiers. T'as été un des premiers à t'inspirer, à amener ce style-là, plus parlé, plus de contact avec le public, plus à l'aise, plus lousse. Ouais, ça, toi, t'as influencé beaucoup. Tu m'as influencé moi. Fait que je suis bien passé pour en parler, là. Je sais pas à quel point, mais moi c'est ce que j'aimais puis c'est ce que je consommais. Fait que c'est ce que j'avais envie de. On fait toujours à peu près ce qu'on aimerait voir là, je pense, là, en tant qu'humoriste. Là, c'est un peu ça qu'on fait, mais tu sais, il y en a eu d'autres avant moi, là, je veux dire, Maxime Martin, Mike Ward. Oui, définitivement. Il y en a eu, mais je pense on était dans un espèce de tournant où est-ce que ça va. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de gens qui pensaient que l'humour, ça allait être complètement autre chose. On allait comme dévier là, du stand-up puis que ça allait être de quoi de. Je pense que la vague absurde là, avait été vraiment, vraiment forte. Puis là, c'est ça. Là, nous autres, on décidait ça va s'en aller où, cette affaire-là. Puis finalement, c'était en y repensant, c'était un peu inévitable que ça allait être ça, là, que ça allait être le stand-up qui allait take over. Parce que c'est fort, il y a un contact avec le public. Puis je pense qu'on était rendu là aussi. Là, on le voyait, anyway, que les gens aimaient ça. Puis qu'ils voulaient qu'on aille plus loin là-dedans.
Xavier demande quel est le dernier bit fait par une ou une humoriste américaine vous a jeté par terre. Oh, c'est intéressant ça. Ben moi, c'est fou comment, tu sais, il y a des affaires qui me restent en tête pendant longtemps. Mais je te dirais, écoute, mon Dieu, il y en a tellement. Moi, je pense, surtout le fait que nous, on fait ce métier-là, de nous surprendre, c'est tough, je pense. Ouais. Puis je me rappelle qu'on en avait parlé, puis c'était dans le temps que tu faisais ton podcast, qu'on avait fait ça, Comedy Geeks, à ton podcast, on avait parlé de Chappelle. Moi, je me rappelle le bit de Chappelle où il parle des fusillades dans les écoles, de préparer les élèves en cas de fusillade, puis qui finit par ouais, mais le tireur, il est dans la classe en ce moment, là. T'es pas en train comme tout de dire les trucs. Moi, je me rappelle m'être dit c'est génial. Je me rappelle m'être dit je peux pas croire que j'ai pas. C'est tellement simple, puis tellement. À la limite, t'écoutes ça et tu fais comme, c'est la première idée qui te vient, mais non. C'est la première idée qui vient à des génies comme lui. Ouais. Tu comprends? Pas à tout le monde. Ouais, ben c'est ça, c'est une bonne joke. Quand tu fais comme, ah mon Dieu, j'aurais dû y penser, puis c'est comme, ben non, tu n'y aurais pas pensé. Mais c'est ça le feeling que tu dois faire ressentir aux gens. Mais moi, j'écoute, la dernière affaire qui m'a marqué, là, qui m'a jeté à terre, c'est même pas un bit. C'est de la mise en scène, c'est vraiment fucké, là, tu sais, je suis pas un gars de mise en scène, mais moi, le dernier spectacle de Stuart Lee, moi, j'étais un gros fan de Stuart Lee, il finit son spectacle, je veux pas comme trop révéler le punch, là, parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont le voir, puis ça va les inciter à aller voir ça, mais il commence en montrant une peinture, puis tout ça, puis il y a une espèce de reveal à la fin avec la peinture, là, je dis ça, là, je reste très flou, là, puis ça a l'air poche, puis tout ça, mais c'est tellement brillant, c'est tellement le meilleur effet de mise en scène que j'ai vu, puis quand j'ai vu ça, je vais comme holy shit, je veux dire, ça pour moi ça c'est dans ces moments-là où je suis comme ok, ça c'est pas juste un spectacle d'humour que j'ai vu, c'est de l'art, tu sais, il y a quelque chose il y avait quelque chose qui bouclait le spectacle, puis c'était bien fait, c'était brillant, puis c'était surprenant. Ouais, mais sinon le dernier special qui m'a jeté à terre en général, on a parlé un peu, mais c'est Rami Youssef. Je sais pas s'il y a un bit qui m'a marqué particulièrement, mais tout ce qui est par rapport à être musulman, je trouve ça vraiment intéressant parce que je sais pas, j'ai pas cette perspective-là dans la vie. Il parlait de croire en Dieu, en fait. Puis ça, je trouvais que c'était un bon bit. Tu sais, il était pro-croire en Dieu sur scène. Tu sais, les gens pensent souvent comme hey, t'es J, t'arrives, puis tu dis que Dieu, c'est de la merde, puis Mahomet. Pis... Non, c'est pas ça, confronter un public. Là. En ce moment, confronter un public, c'est dire je crois en Dieu, je sais que vous riez de moi, mais voici qu'est-ce que ça représente pour moi. Fait que, ouais. Non, mais en fait, c'est une bonne idée d'élargir la question à des shows. Puis c'est une question qui était revenue souvent. Parce qu'évidemment, on n'a pas le temps de passer toutes les questions. Là. Vous êtes beaucoup, puis ils sont super intéressantes. Puis au pire, on répondra par la suite. Si vous voulez écrire, on peut discuter. Mais tu sais, beaucoup de monde demandait c'était quoi les dernières découvertes dans l'année. Toi, moi, Rami, j'aurais pas. C'est toi qui me l'as fait écouter. Je le connaissais pas avant. Je te dirais, moi, le dernier que j'ai vraiment, là, j'ai fait, hey, ça, c'est vraiment bon. Je pense que c'est Nate Bargatze. Ouais. Le show sur Netflix, qui est son nouveau, qui s'appelle Tennessee Kid. Il avait fait le stand-up avant. Quand j'ai regardé ce gars-là, j'ai fait, OK, ça, c'est mon bag. J'ai trouvé ça. Pour moi, il y a une façon de faire du stand-up un peu deadpan. Mais très bizarre. Un peu nono, mais tellement brillant dans ses gags. Pour moi, ça, là, quand les gens me demandent, mettons, qu'est-ce que je dois regarder, là, qui est sorti il n'y a pas longtemps, là, moi, c'est toujours un des premiers que je nomme. Dan Soder aussi, j'ai beaucoup aimé le dernier, Son of a Gary, j'ai trouvé bien aimé ça. Puis j'avais vu, justement, je n'ai parlé au début, mais je l'avais vu live. Sinon... Mais Nate Bargatze, j'aime beaucoup. Je le suis depuis le début. Là, son premier album, je me rappelle de son premier album avec un clown dessus. Là, ouais, Yell That by a Clown. Ouais, puis son père était clown. Son père, c'est un clown, ouais. Mais je me rappelle d'avoir commandé ça sur son site internet à lui. J'en étais zéro connu. Puis c'est qui? J'avais entendu quelqu'un parler de ça, un humoriste le conseiller.
dire Ok. un des prochains, c'est Nate Bargatze. Je suis comme, ok, j'ai été voir ça. Je suis comme, crème, c'est intéressant quand même. Tu sais, il a l'air comme. Il est vulnérable, il rit beaucoup de lui. Il a pas l'air. Tu sais, il donne l'impression qu'il est pas bon sur scène, Ouais. mais il est super bon. C'est comme contrôlé. Il a vraiment sa couleur. Il a vraiment son style. Ah, Puis c'est génial. j'avais trouvé ça vraiment rafraîchissant, puis je le suis depuis, puis ouais, son dernier, il est très bon. Mais ouais, Mais c'est il y a un un beau bit, il y a talent. un bit, je pense, dans ce show-là, justement, je pense que c'est Yell That Back Lamb, parce que je pense qu'il y a 2 albums disponibles, Mhm. mais il y a un bit à un moment donné qui est, écoute, j'y pense, puis je le ris tout seul, je l'ai écouté je sais pas combien de fois, où il raconte qu'il est avec sa blonde, il est avec sa femme quelque part, puis ils sont sur la plage, genre, je me rappelle pas du contexte exactement, là, mais il y a un gars qui est un peu plus loin, dans un lac, qui est sur un bateau, puis sa femme dit hey, le gars qui est sur le bateau là-bas, c'est mon ex. Puis là, il y a un de ses chums, lui, il raconte qu'il a raconté ça à un de ses chums, son chum, il a demandé fait que t'es-tu allé te battre avec? Mais il part pendant comme 6 minutes. T'imagines-tu ce que ça aurait pris pour que j'aille me battre avec un gars que je connais pas, qui est sur un bateau? Moi, j'ai pas de bateau. Écoute, Mais il est toujours mais dans il y a un l'autodérision. delivery, là. Ah Ouais. oui, mais il y a un delivery, là, que j'ai. Moi, Il y a un c'était. anti-delivery, Oui, ce qui est très fort, tu sais, ce qui est ouais, particulier, là, tu sais, je pense que c'est ce qui nous fait triper, là, les humoristes, quand on voit des trucs qu'on n'a jamais vus, là. ouais. Mais lui, ouais, j'avais jamais vu ça, un delivery comme ça, qui est un offbeat, autodérision, très vulnérable, mais en même temps en contrôle de sa vulnérabilité. Ouais, Mhm. très bon. Fait que c'est ça. S'il y a des gens qui veulent. S'il y a un humoriste qui peut, en tout cas, de mon côté, qui peut sortir de cette discussion-là, que de proposition de découverte, Nate Bargatze, pour moi, c'est pas ma découverte de l'année. Oui, ben c'est ça. Ouais, ouais. On pourrait finir là-dessus, justement, parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de personnes qui veulent qu'on parle de Pete Davidson. Donc, avez-vous vu le show de Pete Davidson? Moi, je l'ai vu. Je sais qu'on en a parlé un peu off-mic tantôt. Euh, Moi, j'ai trouvé ça bon pour quelqu'un qui, clairement, n'a pas encore beaucoup d'expérience. Je pense que Ouais. ce gars-là jouit d'une reconnaissance énorme parce que SNL, Ariana Grande, fait que il est devenu comme connu sans avoir fait grand-chose, tu sais, sans avoir carrément rien fait. Tu sais, même moi, j'écoute SNL un petit peu. Je peux pas dire que je suis un grand, que je suis énormément, mais moi, les fois où je regardais SNL, Pete Davidson, là, il fait une coupe d'affaires, il fait Ouais. jamais des personnages marquants. Il fait Weekend Update, il arrive, il fait des gags, il est un peu awkward, il est pas toujours bon. Mais clairement, parce qu'il a sorti avec une des chanteuses les plus populaires au monde, ben là, tout le monde sait c'est qui. Puis son show, moi, j'ai trouvé ça. J'ai reconnu un talent évident. Pour le gars, clairement, il sait ce qu'il fait. Mais j'ai trouvé que ça manquait de maturité. De maturité autant en âge que de maturité humoristique. Je trouvais qu'il y a beaucoup de sujets où il est passé vite, où il est allé assez rapidement. Tu vois, moi, Ouais. son bit de loin le plus intéressant, c'est le premier, justement, qui était dans la question, là, son bit sur Louis C.K., qui est intéressant parce que c'est une vision, tu sais, complètement différente. Là. Mais le show comme tel, Qui est un bit très bizarre parce que moi, je me rappelle, moi je l'ai pas écouté au complet, je l'ai pas toffé, là, fait que ça donne peut-être une idée de mon appréciation, mais j'aime beaucoup son talent, je trouve vraiment, c'est un cool kid, là, tu sais, ouais. il est naturel, il est relax, tu sais, c'est un petit pothead, là, tu sais, il y a cette vibe-là, puis tout ça, tu sais, j'aime beaucoup sa vibe, j'aime beaucoup le gars, mais je trouve pas nécessairement que il brille sur scène, Non, même non s'il est plus. le fun. Il est très écoutable, il est très le fun à écouter. Mais moi, justement, sur le bit de Louis C.K., j'ai pas compris pourquoi il l'a pas closé de la manière la plus évidente que pas. T'sais, il parle que Louis C.K. a voulu le faire crisser à la porte d'SNL parce qu'il fumait, Il fumait du pot. il fumait des battes tout le temps puis il était défoncé puis tout ça.
Mais je pensais vraiment qu'il allait aller justement dans les accusations de Louis C.K. sur comme ah ouais, toi c'est ça que tu trouves inacceptable sur les lieux de travail, fumer du pot, c'est pas comme genre te masturber devant tes collègues. J'étais sûr qu'il allait faire ça, il a pas fait ça. Dans ce que je me souvienne, c'est pas comme ça qu'il close le bit, fait juste ça dire... dit peut-être qu'il l'a fait puis qu'ils l'ont coupé au montage. Ça a peut-être pas marché mais aussi, oui, mais tu sais, je veux dire, c'était tellement évident que c'est ça le closer du bit. Finalement, il est juste comme moi, c'est avec Louis C.K. essaie de me faire crisser à la porte. Lui, il est dans la merde, pas moi. Tu sais, c'est un peu ça, la fin, mais j'étais comme, hey man, t'as tellement... Mais tu vois, ça, pour moi, c'est justement un manque de maturité humoristique. Ouais. Mais il y a les couilles de le faire. Il y a les couilles d'arriver sur scène et dire Louis C.K. était un tas de merde avec moi, c'est un épais, vous pensez qu'il est bien cool, puis dans la vie de tous les jours, il essaie de me faire crisser à la porte parce que je fumais du pot, c'est un monsieur, là, c'est un papa gossant, là, tu sais. Mais ouais, j'ai trouvé ça gothique de sa part. Mais moi, je trouve que ces genres de talents, puis je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais il y a plusieurs talents dans le stand-up, des fois, qu'on voit passer où sur scène, on comprend leur couleur, on comprend leur personnage humoristique, on comprend leur talent profond au niveau humour, mais ça se traduit pas en stand-up, c'est pas nécessairement super intéressant. Il y en a plein, je peux en nommer plein. Je trouve que dans Curb Your Enthusiasm, il est très bon pour engager les gens comme ça. Jeff Garlin, là, il est écœurant dans Curb. Là. C'est un gars c'est pas écoutable. Mais tu l'écoutes quand même, mais tu comprends son personnage humoristique, tu le trouves attachant, puis tout ça, puis tu peux comprendre comment Larry David l'écoutait, il a fait comment non, je le vois dans ma série, ça serait bon, un espèce de gérant, grand gueule, puis JB Smoove, même affaire, c'est pas écoutable, mais Chris, qui est drôle, ces gars-là. Ce gars-là, son personnage humoristique, mais c'est pas écoutable. Parfait! Mais sur scène, sur scène, tu l'écoutes, c'est chaud, puis t'es comme, ah, il est drôle ce gars-là, mais j'ai pas envie de. Tu sais, il sait pas écrire, là, c'est fatigant, là, c'est pas le bon médium pour lui. Puis il y a plein de gens comme ça, là, je trouve que Chris Tucker, c'est quelqu'un. Ben, Chris Tucker, au début de sa carrière, était quand même bon en stand-up, là, mais ça a mal vieilli un peu. Mais ouais, il y en a plein comme ça que. La scène, ça leur sert à démontrer leur personnage humoristique pour aller dans d'autres médiums, mais qu'en tant que tel, peut-être qu'ils respectent pas assez cet art-là. Ils n'ont pas envie de mettre tout le temps du monde pour que ça soit le meilleur show possible. Je pense que c'est le cas de Pete Davidson. Puis je pense, là, il y a son film là, qui va sortir bientôt. Ouais, là, qui avec Judd Apatow. Je suis sûr que ça va être bon. Je suis sûr que ça va être Island, je pense. Ouais, je suis sûr que ça va décoller sa carrière puis tout ça, puis qu'on va le revoir peut-être de temps en temps sur scène. Parce que moi, je suis convaincu que c'est un gars qui est extrêmement talentueux. Il y a vraiment une belle couleur de personne. Il est très Staten Island, là. Il parle le même. Puis, il est très jobbeux, ouvrier. Là, puis il a une couleur extraordinaire. Puis c'est un gars visiblement très intelligent aussi. Ouais. Mais c'est ça, je pense qu'il est... Quand tu commences ta carrière en humour, naturellement, tu es tellement influencé par tout ce que tu as vu avant ou tout ce que tu vois en ce moment. Je pense qu'il est là-dedans en ce moment-là. Je pense qu'il est encore très influencé par ce qui se fait. Puis il est en train, tranquillement, pas vite, de trouver c'est quoi du Pete Davidson. Ouais. Il est pas loin, parce qu'il y a quelques numéros. Il y a des numéros pour moi dans le show, dans son show qui sont corrects. Mais tu sais, il y a des numéros dans mon show qui sont corrects, là. Mais il y a un... Moi, je le dis souvent, moi, tu me fais un gag que je fais « Oh shit, ça c'est bon », puis là, tu as mon attention pour quelques années. Puis son bit, je sais pas si tu l'as vu, je sais pas si tu t'es rendu, mais justement, quand il parle d'Ariana Grande... Je t'ai rendu là, mais je l'ai pas vu. Quand il dit... il y a un gag qui est très, très bon. Il dit... la seule affaire que j'ai trouvé weird, c'est quand Ariana Grande puis moi, on s'est séparés, puis là, dans toutes les entrevues qu'elle faisait... Elle disait toujours que j'avais une grosse graine. Elle était toujours en train de dire que j'avais une grosse graine, big dick confidence. Puis il dit, au début, je comprenais pas pourquoi elle disait ça, parce que c'est pas vrai. Je comprenais pas pourquoi elle disait que j'avais une grosse graine quand c'est pas vrai. Puis à un moment donné, j'ai catché, j'ai fait, ah, OK. Elle dit ça pour que toutes les filles, pour le restant de mes jours, qui voient ma graine, aient déçu. Puis j'ai fait, OK, là, tu m'as eu. Là, tu viens de faire un gag. Là, t'as mon attention. C'est très lui, ça, en plus. C'est ça. T'as mon attention pour les prochaines années. Ce gag-là était parfait. Il est parfaitement envoyé, parfaitement écrit. Le reste, correct. Intéressant. Mais je pense que Pete Davidson, c'est un bon échantillon de... Tu sais, en humour, là, bien souvent, là, puis les gens, ils savent pas nécessairement, là, mais comme on dirait on a tellement vu, là, ça fait 15 ans que je suis là-dedans, puis il y a beaucoup de gens, ils vont voir des spectacles, ils vont voir une personnalité. Ils vont voir quelqu'un
qu'ils vont avoir l'impression que ça pourrait être leur ami. Ils vont passer une soirée avec un ami, puis des fois, le show est pas nécessairement bon. C'est pas une œuvre d'art aboutie, mais la personne est likable, puis il y a beaucoup de gens, probablement des jeunes, un peu pothead aussi, là, qui font du skate ou whatever, qui sont comme Pete Davidson, c'est leur ami, puis qu'ils vont le voir en show, puis ils parlent comme nous, puis il y a le même swag que nous. Il est d'ailleurs très, très ami avec plusieurs humoristes. Pour écouter des podcasts, beaucoup, tout le monde aime Pete Davidson. Tout le monde l'adore. Il est likable, les gens vont écouter ça, mais vont pas nécessairement écouter les jokes. Là, ils vont passer du bon temps, une belle soirée avec lui. Je pense que ça va lui faire du bien, ça, justement, quand il va se détacher un peu de tout ça. Parce que, naturellement, moi, je sais, peut-être que j'étais conscient en même temps que quand j'écoutais le show, je me disais, s'il n'avait pas sorti avec Ariana Grande, je ne saurais pas c'est qui. Puis ça te joue dans la tête quand même. Puis je pense qu'il va gagner beaucoup à travers les prochaines années à justement se dissocier de tout ça avec peut-être le film qui, si le film est un succès, s'il sort d'autres shows. Comme année, il va devenir Pete Davidson, l'humoriste, plus que Pete Davidson, l'ex d'Ariana Grande. Je pense que ça va beaucoup l'aider. Mais moi, je pense que tout est une question de timing. Je pense que ce gars-là, il arrive à un moment où les gens veulent voir ça. Les gens, ils veulent ça. Moi, je me rappelle de son premier special, quand j'ai vu le trailer, j'étais comme excité, je sais pas c'est qui. Je suis comme, ah ouais, ok, l'espèce de petit cool kid de Staten Island qui va venir faire des jokes, mais comme avec une dégaine comme super relax, puis tout ça. Ça faisait longtemps que j'avais vu ça, j'avais envie de voir ça. Bon, je trouvais pas que ça livrait tant que ça la marchandise, mais il va s'améliorer, puis les gens vont vouloir ça. Ça me fait penser un peu à Chris D'Elia quand il est arrivé. Les gens, ils voulaient ça. Là. Ils voulaient voir un gars qui arrive un peu rockstar, excité, comme une espèce de Dane Cook, mais un peu plus updaté au goût du jour. Des fois, tu arrives au bon moment avec la bonne personnalité. Puis, c'est un très bon point. Puis je pense que c'est ça. Je pense que Pete Davidson, il incarne en ce moment un style d'humoriste qu'on va voir beaucoup, je pense, dans les prochaines années. Un peu, c'est ça, tu sais, tatoué de la tête aux pieds, très le good bad boy un peu, là. Tu comprends ce qu'on veut dire? Je pense qu'on va le voir beaucoup, ça, dans les prochaines années. Ouais. Mais c'est un gars que je vais surveiller, tu sais, même si... il y a des gens comme ça qui étaient comme... Ah, tu sais, je le trouve drôle, ce gars-là. Mais il n'a pas encore réussi à créer le show qui représente bien son talent, d'après moi. On va y aller avec une dernière question. Ça fait déjà 1h30. C'est fou comment, quand on parle d'humour, toi et moi, ça passe... ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun bon sens. Ça fait 1h30. 4 heures. J'étais convaincu que ça faisait 16 minutes. On va finir ça avec une dernière question. Après ça, la discussion continue. Si vous voulez m'écrire sur ma page, ça va me faire un énorme plaisir de discuter avec vous. Donc, Hugo, pouvez-vous recommander un successeur digne de ce nom à Stephen Wright avec un humour cérébral weird, mais de type one-liner? Ouais. Difficile. De type one-liner. Ça disparaît de plus en plus, le one-liner, je te dirais. C'est encore... Surtout de cette manière-là. Stephen Wright, là, c'était comme... fallait que ce soit un liner clever qui avait plusieurs couches, tu sais. Il écrivait vraiment bien, ce gars-là. Tu sais, je veux dire, Mitch Hedberg a pogné la balle, mais il est mort. Désolé. Le premier nom qui me viendra en tête, je te dirais que c'est Todd Barry. Qui serait très bon là, pour faire vraiment des gags courts. Moi, Todd Barry, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il a sorti un show, il est sur Netflix il n'y a pas longtemps, ça s'appelle Spicy Honey, je pense. Je l'ai pas vu, moi j'ai juste vu son special de Crowdwork. Là. Ouais, pas mal impressionné. Là. Qui est très bon d'ailleurs. D'ailleurs, ça, je pense, je vais en faire un épisode là-dessus sur les Crowdwork Special. Il y a Todd Barry puis il y a Big Joe Carson aussi qui en a sorti un nouveau il n'y a pas longtemps. De Crowdwork Session 2. Il en a fait un il y a une couple d'années, puis là il en a sorti un autre. Ça fait pas un an. Là. C'est encore une fois très bon. Là. Moi, ça me jette à terre. Là. Le crowdwork, c'est tellement loin de mon talent que ça me jette à terre. T'étais-tu là la soirée qu'on a... Patrice O'Neill était au Théâtre Sainte-Catherine? T'étais-tu là? Il a commencé... Patrice O'Neill, la seule fois que je l'ai vu, la seule fois que je l'ai vu en show, c'était au Nasty Show.
au Club Soda, mais je l'ai pas vu. Ok, je l'avais pas vu cette fois-là. Je pense pas l'avoir vu au Théâtre Sainte-Catherine. Moi, je l'ai vu, même soir, je l'ai vu au Metropolis. Un truc qui s'appelle Uptown Comic, qui est comme les comics black, là, finalement. Là, comme ils réunissent toutes les... La crowd est très black. Puis il a tout arraché, là, mec. C'est la plus grosse présence que j'ai vue sur scène, là. Je veux pas faire de jeu de mots parce qu'il était gros, là, mais comme la présence scénique de ce gars-là est gigantesque, là, comme monstrueuse. Là. Il a tout arraché, là. Le plafond a levé, ça n'avait pas rapport, là. Vraiment, tout arraché. Puis après ça, il allait faire son show au Théâtre Sainte-Catherine, son show complet. Puis moi, je voulais le voir. Fait que, tu sais, je l'ai checké au Uptown Comic. Puis après ça, j'ai comme suivi. Puis je suis allé voir son show au Théâtre Sainte-Catherine. J'ai pas fini le Uptown Comic. Puis il est arrivé sur scène. Puis il y a une fille en avant. Tu sais, c'est une petite crowd, là, tu le sais, le Théâtre Sainte-Catherine. C'est tout petit. Tu vois tout le monde. Puis tout ça. Puis là, il arrive sur scène. Puis les gens applaudissent. Ils sont contents de le voir. Puis tout ça. Puis là, il s'assoit, puis il fait comme « Hey, toi, la fille en avant, t'as pas applaudi. » Comme, et voir que t'applaudis pas, c'est comme, c'est le début d'un spectacle. Comme, déjà, tu décides, toi, de pas aimer ça. J'ai rien dit encore. Il a fait, genre, 30 minutes sur la fille en avant, puis après ça a transféré sur son chum, pourquoi tu l'as amené, puis tout ça, mais c'était tellement bon, mais il a tué son show, là, tu sais. Les gens ont fini par se tourner contre lui. Mais c'est probablement un des plus beaux moments de crowdwork que j'ai vu de ma vie. Il a commencé... ça prend des bases. Il commence avec ça. Il détruit la vibe de la foule. Puis après ça, il l'accuse. Il fait comme « Oh, ben vous êtes plus avec moi, mais c'est pas grave. On continue pareil. » Puis lui, il est très crowdwork. Puis il rentre dans ses bits. Il intègre ça en parlant à la foule. Mais ouais, c'est un des... Pour vrai, c'est la présence scénique la plus incroyable que j'ai vue de ma vie. Bon, il est décédé maintenant, malheureusement. Mais ça, c'est quelqu'un qui aurait dû être une star... monumental, mais que il y avait un caractère difficile. Définitivement. Moi, pour avoir assisté à du crowdwork, la seule fois où j'ai assisté, j'ai vu Big Joe Curson à quelques reprises, là, juste pour rire, puis c'était la dernière fois qu'il est venu, il rodait parce qu'il a fait The Degenerates. Ouais. Puis moi, j'ai adoré ça, là. Moi, je l'aime beaucoup, ce gars-là. Puis il avait fait beaucoup de crowdwork parce qu'il rodait une demi-heure, puis il a fait 1 heure. Mais moi, ça, là, écoute, un enfant, là. Moi, assister à du crowdwork, là, tu sais, quand je suis allé, mettons, à New York, quand tu vas au Comedy Cellar ou tu vas dans les comedy clubs, souvent, les MC, c'est que du crowdwork. Puis moi, Big Joe Curson, c'est là que je l'ai découvert. C'était en allant au Comedy Cellar, il y a de ça 6-7 ans. C'est lui qui animait, puis écoute, j'étais, là, sur le cul. Il faisait de l'impro, là, pendant 10 minutes au début, là, mais... T'es comme, Chris, ils ont-tu placé le monde dans la salle? C'est-tu comme une pièce de théâtre en ce moment, tellement c'est bon, là? Mais Big J, il est beaucoup influencé par Patrice, là, tu le sens. Oui, les deux, ils arrivent assis, puis... Assis, bouteille dans les mains. Oui, clairement. C'est clairement une grosse influence. Mais allez checker ça, il y a 2... Patrice O'Neal a sorti à titre posthume, je pense 2 albums. C'est des captations, en fait, c'est des enregistrements. Ils sont sur iTunes, Puis il y a beaucoup de crowdwork, puis c'est impressionnant. Tu sais, créer des moments... génie. Créer des moments magiques du crowdwork, là, tu sais. Le plafond lève sur, genre, lui qui vibe juste de même sur quelqu'un, sur la manière qui est habillé, puis ça, c'est pas cheap, c'est pas répété, parce que souvent, du crowdwork, les gens ont leur ligne, là, tu sais, comme, bon, j'ai ma ligne, c'est les Asiatiques, puis sur le monde qui porte des chapeaux, puis lui qui a des souliers verts, puis c'est comme... Mais lui, c'est vraiment, il va dans le psychologique des gens d'une manière tellement efficace. Non, il est extraordinaire. Allez checker ça, les albums, je me rappelle plus des noms, mais c'est vraiment tout un génie. Absolument. Pour closer les liners vite, c'est sûr que en ce moment, il y a beaucoup de liners, c'est assez trash. Tu as Anthony Jeselnik, puis évidemment Jimmy Carr. Si vous aimez les liners, du vieux Dimitri Martin, c'était quand même efficace. C'était très one-liner. Mais sinon, c'est tellement tough comme style. Je veux dire, faut que tu trouves des lignes qui sont magiques. Là. Tu peux pas juste faire des liners, puis il y en a un qui... au travers, il faut que ça soit des bijoux après bijoux avec un build-up, tu sais.
Bon, on a au Québec qui font ça. Là, JC Surette fait ça, il fait ta première partie. Je l'avais vu faire ta première partie. Frankie qui fait ça. On dirait qu'au Québec, il y en aurait plus. Mais c'est un talent, c'est vraiment un talent spécial. Tough. Mais bon, regarde, écoute, tu sais, quand j'ai dit que ça faisait 1h30, là, ben, ça fait 13 minutes déjà. Merci ben gros. C'était très agréable. Je suis content que les gens ont pu assister au genre de discussion qu'on a à chaque fois qu'on se voit. Ouais. Merci ben gros. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que tout le monde a aimé ça. Moi, c'est la première fois que je faisais ça. J'espère qu'on a fait ça comme du monde. Je vais passer la soirée à me demander si ça a été correct. Moi, je pense que c'était bien correct. Je pense que c'était bien correct. C'était bien correct. Fait que, à bientôt. Attention à toi, lâche pas. Puis merci, on se parle bientôt. Aussi. Merci de l'invitation, man. Toujours un plaisir. Plaisir. Bye bye. Ciao.